La radio du Lotus vous invite à pousser les portes du mystère. Bienvenue aux attablés de l'ésotérisme. Aux attablés de l'ésotérisme. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, comme chaque jour d'ailleurs, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Bon, eh bien, nous sommes également avec Opakiona. Bonsoir Opakiona. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous sommes quand même plusieurs personnes, pas mal de personnes, puisque c'est notre attablé de l'ésotérisme. Donc nous sommes également avec Christelle Cronier. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Christelle, tu as pris un abonnement parce que c'est la deuxième fois que tu viens nous rendre visite sur le Lotus. C'est ça. En fait, j'ai décidé de m'investir totalement dans la radio du Lotus. Ça, c'est vraiment sympa. Écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comme je suis pas du tout du... Je suis pas du matin, tu vas bosser à ma place le matin, c'est bien. Oui, voilà. Merci beaucoup Christelle, vraiment, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Et nous sommes avec Vincent Lafargue également. Un petit nouveau par contre. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Vincent, qui est prêtre de l'église catholique et romaine ou abbé, alors je ne sais pas si je dois vous appeler mon père, mon abbé, ou Vincent tout simplement, voilà. Alors Vincent tout simplement, ça ira très bien. Vincent. Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut laisser les titres aux gens qui en ont besoin pour exister. C'est bien ça, moi j'aime beaucoup, oui. Alors Vincent, toi tu es en Suisse, hein, c'est ça ? Oui, comme mon accent va le trahir très rapidement et le trahit déjà, et ma voix un peu plus traînante, je suis en Suisse, effectivement dans les montagnes, dans les Alpes, dans un petit village à 1500 mètres d'altitude en Valais. D'accord, ah oui, et c'est sympa ça. En tout cas, le paysage doit être vraiment beau, et puis l'ambiance aussi des montagnes, enfin voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Absolument. Alors toi, tu as une chaîne YouTube, Vincent, Serviteur quelconque, c'est ça ? Absolument, serviteur quelconque, oui, c'est un terme, une parole de la Bible, une parole de Jésus qui dit « Quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé ma chaîne Serviteur quelconque, ce qui n'est pas péjoratif. Qualcunque en latin, ça veut dire comme n'importe quel autre. D'accord, voilà, tout simplement. Je comprends, oui, c'est vrai que tu sais, au début, je m'étais posé la question, mais voilà, après, j'ai compris. Mais en tout cas, on va en parler, bien sûr. Hein, il y a beaucoup de vidéos, de petites capsules. Enfin, tu fais plein de belles choses sur ta chaîne. Et tu fais toujours de la radio également, c'est ça, hein ? Oui, ça m'arrive. Je fais de la radio tous les jours, mais en fait, j'enregistre. Hein, donc, je ne suis pas tous les jours derrière le micro. Mais oui, sur Radio R, comme la lettre R, tout simplement, qui est une radio qu'on entend sur le DAB+, et aussi sur Internet. Mais enfin, je ne veux pas faire de concurrence à la radio du Lotus, ce serait dommage. Ah non, c'est très... Au contraire, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire connaître les radios amies. Je trouve que c'est sympa, alors, tu bien. vois. Oui, c'est super important. Vraiment, on est dans le partage, dans l'échange. Voilà, rien de tel. C'est très bien. Alors, eh bien, bon, Christelle, alors toi, on sait que tu es journaliste. La journaliste en herbe que tu es, quand même, hein. Voilà, oui, entre autres journalistes. J'ai fait à peu près toutes les professions, on va dire, dans le domaine des médias. Oui. J'ai officié pendant près de 30 ans. Et puis aujourd'hui, je coach pas mal de gens sur... mon but, c'est de passer des messages positifs et inspirants un petit peu partout. Donc, je suis finalement la même chose que Vincent. Oui, c'est pour ça qu'on vous a invité en même temps.
Je suis une sorte de prêtre à ma manière. À ta manière. Ah, Voilà, une prêtre, enfin. oui. On Mais dirait alors, un diacre, alors, je pense. C'est ça, non? ouais, parce que si on dit prêtresse, là, on change Non, que là, le c'est pas prénom. pareil. C'est pas la même. Ah oui, Déesse, là. non, déesse, Samira. Serviteur quelconque. Voilà, Si c'est peu, ça. si peu. Mhm. Alors, pourquoi cette invitation, donc, par rapport à vous deux, mais tu le disais justement auparavant, Christelle, qu'il y a des points communs, et oui, dont un point commun qui n'est non négligeable, que vous avez fait tous les deux, ce qu'on appelle une EMI, donc expérience aux frontières de la mort. On va expliquer un petit peu ce que c'est, bien sûr. Hein. Toi, Christelle, tu étais très jeune, tu avais 10 ans, c'est ça? Exact. Donc, J'avais voilà. 10 ans et je me suis couchée dans mon lit Oui, et lorsque je me suis réveillée, je me suis réveillée à l'hôpital, voilà. Et d'accord. entre-temps, ben oui, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Mhm. Bon, ça fait pas très longtemps déjà, 10 ans, ça va. Bon, Non, il y a peu de temps, oui. voilà, c'est ça. C'était Et toi, hier. oui, c'était hier, exactement. Et Vincent, toi aussi, pareil, tu as fait donc cette expérience de mort imminente. Tu avais quoi, 25 ans à peu près, c'est ça? J'avais 25 ans, oui, tout à 25 ans. fait. D'accord, voilà. Bah, tu vas nous en parler. Moi, je suis très curieux, tu sais, et puis les auditeurs certainement aussi. Et puis, d'ailleurs, si les auditeurs veulent vous poser des questions, interagir par rapport à tout ce que vous expliquez, eh bien, on est là pour ça aussi. Caro va vous donner les petites astuces pour nous rejoindre. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur le chat. Donc, l'adresse tlk.io/radio du lotus, tout attaché. Donc, tlk.io/radio du lotus ou alors via l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou l'application téléphonique La Radio du Lotus, l'onglet Contact. Voilà. Tout simplement, vous envoyez votre petite question. Il y a pas Donc, mal n'hésitez de... pas à nous rejoindre sur le chat. Il y a Alix, il y Ah, a c'est super. Céline, il Oui. y a Fatma, il y a YP et Adeline pour l'instant. Donc, venez. Ah, venez nombreux et nombreux Voilà. sur le chat. Moi, j'adore quand c'est interactif. On en parlait avec Vincent, justement, en off tout à l'heure, là, juste avant l'émission, que le direct, il n'y a rien de tel. C'est vrai, hein, c'est sympa. Mais oui. Voilà. Tout le monde peut participer comme ça. C'est bien. Alors, est-ce que Vincent, tu pourrais, bon, malgré que j'ai dit que oui, d'accord, tu es prêtre, bien sûr, mais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, et puis après, ben, on va bien sûr entrer dans le vif du sujet avec Christelle et toi. Voilà. Volontiers. Merci. Donc, oui, je ne suis pas prêtre de naissance. Voilà, c'est ça. Je suis né en Suisse, à Genève, et j'y ai appris le métier de comédien, qui est mon premier métier, comédien de théâtre et animateur radio. Donc, j'ai exercé pas mal d'années à Genève notamment, pour la comédie également en France. Et puis pour la radio, bien, comme tu l'as dit, j'ai fait du direct, pas mal. J'ai fait des matinales, j'ai fait des émissions à cette heure-ci le soir aussi, du divertissement, de l'info, voilà un peu tout ce que peut faire un journaliste de radio. Et donc je suis devenu prêtre sur le tard, suite notamment à cette expérience de mort imminente. Je n'étais pas du tout prêtre, et quand je dis pas du tout, j'aurais éclaté de rire si on m'avait dit à ce moment-là que je deviendrais un jour prêtre Ah oui, de l'Église vraiment. catholique. Mmh. Vraiment, oui, oui. D'accord. Donc lorsque j'ai fait cette expérience, j'étais comédien et animateur de radio. Et puis comme ça met pas beaucoup de beurre dans les épinards, des fois même pas d'épinards du tout dans la casserole, j'étais prof à côté. Genève est une ville internationale. Il y a beaucoup de personnes qui circulent et qui arrivent en ne sachant pas le français et en ayant besoin de l'apprendre urgemment. Et donc, j'étais prof de français langue étrangère, comme on dit, dans une école privée pour adultes. J'apprenais le français aux personnes qui débarquaient, qui souhaitaient l'apprendre. Voilà. Ça, ouais, j'étais un prof assez jeune. J'étais déjà prof à 25 ans, effectivement. Ouais, oui, j'avais suivi quelques cours accélérés pour cela. Donc voilà, avec l'Alliance française. Et sinon, ben oui, ta question c'était quoi? C'était résumer un petit peu Oui, c'est d'où l'on ça. vient. Oui, ben, Oui, gardons d'où le tu reste viens. pour la suite. Oui, Voilà. ça résume déjà pas mal.
Mais alors, attends, en tant que prof de français, par exemple, tu étais quelqu'un de très très speed, enfin très énergique, qui avait pas de temps à soi, tu faisais beaucoup de choses en même temps, c'est ça? À peu près, quoi. Oui, 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 tu es très bien renseigné. Ah, mais quand j'invite, tu sais, je suis très bien renseigné en général, Je sinon je sais, je n'invite pas. sais, je sais. Ça, c'est sûr. Non, non, j'avais effectivement, bon, en menant 3 vies professionnelles de front, on est forcé d'être un petit peu à la bourre dans les 3, hein, même si elles se coordonnaient bien, puisque l'animation radio se faisait principalement le matin, l'enseignement et tôt le matin, puisque les matinales, en l'occurrence sur la radio, je travaillais, c'était 6h, 8h. Ensuite, l'enseignement, bah, c'est pendant la journée. Puis le théâtre, c'est tout de même quelque chose qui se vit principalement le soir. Même quand on n'a pas de représentation, les répétitions sont quand même très souvent plutôt en soirée. Mais D'accord. voilà, quand on mène ces trois métiers de front, on tient pas très très longtemps. Puis on fait les choses extrêmement vite. Et c'est vrai que si tu dis ça, c'est pas pour rien. C'est Non, parce non, que c'est le vite, justement. mes étudiants m'avaient fait remarquer que j'avais un tic de langage à ce moment-là de ma vie. Le mot vite, que je disais effectivement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va vite faire un exercice, je vais vite vous montrer quelque chose, on va vite prendre une pause, voilà. Et c'était de la folie. Ils les ont comptés ce jour-là et il y en avait des dizaines et des dizaines en 1 heure de cours, quoi. C'était impressionnant. Tu te rends compte, 40 vite en 1 heure? Oui, c'est ça, je C'est crois que c'est 40 années ça, dans le oui. désert, Oui. quoi. C'est très bien vu, ça, oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant que tu faisais toutes ces activités en même temps. En plus à cet âge-là, je veux dire, c'est jeune, quoi. Je veux dire, la vingtaine, ça devait pas être simple du tout à gérer, vraiment. Oui, en même temps, je m'en plains pas. Je veux dire, je faisais ça Mhm. par passion et donc c'est pas du tout. Je courais après le temps, mais parce que je le voulais bien. Bien sûr, oui. Mhm. D'accord. Alors, juste pour dire, Christelle, bon, tu connais la maison, bien sûr, mais toi aussi, évidemment, on est tous là pour discuter. Hein. C'est pas que Michael Le Lotus qui pose des questions, c'est-à-dire qu'on est autour d'une table, autour d'un feu entre amis et on discute. Donc, n'hésitez pas, hein. Christelle, quand tu veux intervenir, Caro Pacchiona, et voilà, c'est une discussion, tout simplement. Voilà, voilà. Bah, juste sur ce que dit Michael, sur le fait d'aller vite. J'ai l'impression que c'est la société qui est comme ça. Et tous, moi j'ai l'expérience des grosses boîtes. Lorsqu'on est dans une grosse boîte, justement, on nous met dans un certain formatage et il faut en effet aller le plus rapidement possible. Et comme on est dans ce formatage-là, on oublie de voir tout le reste. Alors on oublie plein de choses, hein, de se sentir dans le moment présent, de se sentir connecté aux autres, de voir les signes qui peuvent se présenter sur notre chemin. Plus on vit vite et moins on vit finalement, j'ai l'impression, Vincent. Oui, et tu as dit connecter aux autres, mais j'ajouterais connecter à soi-même. Parce Oui. que plus on va vite et plus on se déconnecte de la personne que l'on est et des autres. Et effectivement, le monde de la grande entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler dans quelques grandes entreprises, notamment pour financer mes études, par la suite, mes études de théologie. Eh bien, ça va très vite, ça va trop vite et ça s'accélère en plus. Il me semble que pendant le Covid, on a beaucoup, beaucoup dit qu'on espérait un monde d'après qui soit bien différent et le monde d'après, j'ai l'impression qu'il va encore plus vite que le monde d'avant Covid. On a raté le coche sur ce truc-là. Ça dépend pour qui, je Ah pense. oui. Parce je Oui, pense qu'il y a des gens qui étaient déjà, on va dire, en pleine évolution de conscience. Et le Covid a amplifié cette évolution de conscience. Et puis, bon, après, il y a les autres qui peut-être étaient un peu à la traîne là-dessus et qui, du coup, ben, repartent de plus belle lorsque, entre guillemets, la vie repart. Mais oui, oui. le fait d'aller vite, Personnellement, oui, je parlais de l'entreprise. Il me semble que oui. le monde de l'entreprise d'après Covid n'est pas meilleur que celui d'avant sur cette question-là. Et ce fait de vouloir aller vite, ça rend aussi énormément de gens malheureux dans les entreprises, hein. C'est ce que Mhm. j'appelle, tu sais, le syndrome de la machine à café, c'est-à-dire,
le matin, quand tu vas travailler, tu retrouves tout le monde autour de la machine à café et à faire la gueule, quoi, en fait, hein, qui sont là: «Ah, je vais avoir telle réunion et ça va être terrible et je vais faire ci et je vais faire ça». Donc en fait, c'est des gens qui sont désespérés dès le matin. Moi, c'est tout ce que j'ai fui. Et à juste titre. Oui. Et si vous avez eu l'occasion de discuter justement avec des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, est-ce que justement c'est une constante, ces personnes qui avant avaient une vie très speed, très... Alors moi, si je peux répondre là-dessus, Ben, c'est oui, que moi, toi, l'ayant faite, très tôt, oui, j'avais pas une vie hyper speed avant, peut-être dans la cour de récré ou peut-être. Mais bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion justement de discuter avec des gens. Est-ce que c'est une constante des gens qui sont Alors, vraiment trop speed ou et en qu'on tout oblige cas, à arrêter? c'est la suite qui est une constante. Hum, J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup, beaucoup de personnes au fur et à mesure de mes témoignages. Des gens m'appellent et me disent, tiens, j'ai vécu la même chose, faut qu'on parle. La constante, c'est la suite. C'est après l'expérience de mort imminente, ce sont des gens qui ralentissent ou alors qui, en tout cas, savourent la vie totalement différemment. Même les personnes comme moi ou d'autres qui continuent de brasser, de faire beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie après une expérience de mort imminente, le font de manière totalement différente d'avant. Donc, je dirais pas que c'est forcément des gens qui allaient vite avant, mais en tout cas, ce sont des gens qui ralentissent après. et mhm, certain, c'est que, enfin, tout dépend ce qu'on appelle ralentir, mais en tout Oui, cas, après, tout ce qu'on vit, c'est comme si on le vivait, dans une pleine présence, quoi, en fait, oui, à fond, heu exactement. et probablement avec un état vibratoire différent. Mhm. Oui, tout Oui, à fait. oui, oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, toi, Vincent, comment ça s'est passé, donc, cette fameuse EMI? Parce que tu étais tout le temps speed, rapide, hein, comme tu le disais. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ah, Eh mais bien, on prend le film à l'envers, là. Voilà. Si vous voulez. Le jour précisément où mes étudiants m'ont décelé ce tic de langage, Oui, j'avais une répétition de théâtre le soir et auparavant, je suis rentré chez moi vite, bien sûr. justement, J'avais oui. peu de temps, beaucoup de Hmm. choses à faire. Et ça m'a posé question. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, c'est étrange ce qu'ils disent. Ça doit avoir quand même un lien avec ma vie. Et tout en préparant la répétition de théâtre, je me posais deux, trois questions sur ce tic, sur ce mot vite. Et puis, j'ai repris mon scooter. J'étais en ville de Genève à l'époque. C'était le mois de novembre. Il faisait froid, il pleuvait, il y avait une légère petite bruine, une petite brume aussi. Donc, le temps idéal, n'est-ce pas, pour faire du deux roues. Euh, je conduisais vite également, alors non pas vite, mais sec en fait. On peut, et particulièrement en deux roues, on peut conduire souple ou sec, hein. Ouais, il y a une façon de conduire. C'est pas une question de vitesse au compteur. Et je conduisais assez sec, assez nerveusement. En plus, Genève, pour ceux qui connaissent, c'est une ville où il y a un feu rouge tous les 20 mètres, donc c'est Mhm. extrêmement pénible. Il faut chaque fois s'arrêter, repartir, s'arrêter. Et, et arrivé à un feu rouge, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ce tic de langage. Il faudrait que je ralentisse un peu ma vie. Mais je vois pas bien comment faire parce que les trois choses que je fais, je les apprécie. Donc, j'ai pas envie de les arrêter ni les unes ni les autres. Mais pourtant, j'aimerais bien freiner un peu. Et ben, j'étais croyant déjà à l'époque, mais je dirais pas très pratiquant, loin s'en faut. Mais ça m'arrivait de parler à Dieu, comme beaucoup de gens le font, plus souvent pour l'enguirlander que pour lui dire merci d'ailleurs, mais pour lui demander pourquoi le mal dans le monde, pourquoi telle guerre, pourquoi il est arrivé telle chose. Voilà, je lui demandais souvent des comptes. Et bien sûr, sans lui parler à haute voix, enfin, je lui parlais dans mon cœur, comme plusieurs personnes le font, simplement dans la prière.
Et au guidon, au feu rouge, ce soir-là, je lui ai dit dans mon cœur, bien, je sais bien que je fais les choses trop vite, je fais trop de choses sûrement, j'aimerais bien m'arrêter, euh, mais je ne sais pas comment faire. Alors si tu es si malin, toi, et puis si tu existes vraiment, eh bien, essaye de m'arrêter. Tout ça dans le silence de mon cœur. Et puis, j'ai entendu une voix, exactement comme je vous parle maintenant. Je n'avais jamais entendu une voix comme ça. Bien sûr, il y a notre petite voix intérieure, la conscience, ça on la connaît bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une voix comme quelqu'un qui me parlait à côté, d'autant plus surprenant que j'avais la musique à fond dans mes casques, ce qu'il faut évidemment pas faire à moto. Et donc j'entends une voix très douce, très agréable, que je connais bien depuis, et qui me dit: «Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu demandes?» Et j'ai répondu à haute voix cette fois-ci. J'ai répondu «oui», 2 fois à haute voix, et le feu est passé au vert, et puis, j'ai fait une centaine de mètres, le temps d'arriver à 50 à l'heure, et puis j'ai pris une voiture de face, qui ne m'a pas vu, que je n'ai pas vu non plus. Donc ça fait 100 à l'heure dans un mur, hein, faut pas essayer en 2 roues, ni même en voiture d'ailleurs, ça fait pas mal qu'au mur, ça fait du dégât aussi à soi-même. Oui. Et bien, je passe les détails de l'ambulance, de tout ce bazar-là, puisque j'étais quand même sacrément blessé. Et c'est un peu après être arrivé à l'hôpital, un peu après avoir passé une radio qui indiquait une quinzaine, pas tout à fait, 14 fractures. Euh, à ce moment-là, j'ai perdu connaissance, et lorsque je suis revenu à moi, on était dans un couloir de l'hôpital, et on courait avec mon lit. Et là, on a beau être un peu dans le coltard, on comprend quand même que si on est en train de courir à côté de mon brancard, c'est que les choses sont en train de dégénérer un peu. C'est pas très bon signe, en tout cas, de se réveiller puis de voir une équipe médicale qui court à côté de vous. Et c'est là, dans le couloir, quelques instants après, que mon cœur s'est arrêté, et que j'ai fait cette expérience de mort imminente. Et tu as D'accord. vécu quoi alors, Vincent, quand tu as fait cette expérience? Tu Alors, t'es vu au-dessus? Comment ça s'est passé, oui, justement? alors, tout à coup, je me suis vu effectivement d'en haut, comme si j'étais le dos collé au plafond de ce couloir. J'ai pas compris tout de suite que c'était moi qui étais là. J'ai vu un blessé sur un brancard avec un son strident très désagréable. Je comprendrai évidemment plus tard qu'il s'agit de l'alarme qui indiquait que mon cœur s'était arrêté. Et je vois ces hommes et femmes un peu fébriles autour de moi. Ils arrêtent évidemment leur course. Ils se mettent à s'affairer sur ce blessé dont je comprends, dans les premiers instants, je ne comprends pas que c'est moi. J'ai envie d'ailleurs de leur dire, mais arrêtez, vous lui faites mal, parce qu'assez rapidement, ils se sont mis à faire un massage cardiaque, et j'avais jamais vu ça, moi, dans les séries, ouais, j'avais jamais vu ça. Mais j'en ai vu depuis, dans des films, ou voilà. Et c'est vrai que c'est assez, dans les films, souvent, c'est gentillet par rapport à ce que c'est dans la réalité, hein. C'est assez violent quand même, un massage cardiaque. Et j'avais envie de leur dire: «Mais arrêtez, vous lui faites mal, vous malmenez cet homme». Et puis j'ai compris que c'était moi, et ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est très bizarre à dire comme ça, mais je me suis dit: «Tiens, bon, ben, il s'occupe de moi, ben, c'est bien». Et puis je me suis mis à regarder un peu autour de moi avec une chose étrange, une faculté soudaine de pouvoir, zoomer, avec mes yeux, comme si on m'avait greffé un zoom, un appareil photo. Donc je pouvais aller tout près, de tel ou tel détail, Ça, c'est vrai. et je me Moi, suis pareil.
Oui, Ah oui, ouais. oui, c'est beaucoup. Mais même, Vincent, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'avais c'est comme si j'avais la vue à 360 degrés, en fait, Oui, oui, absolument, au-delà absolument. du zoom. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je voyais effectivement un côté et l'autre du couloir en même temps. Et puis, ben, je me suis amusé, il ne faut pas dire autrement, j'ai vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai encore aujourd'hui. Je me suis amusé avec cette faculté, avec ce zoom, un petit moment. Alors, tout ce que je dis là a duré quelques dizaines de secondes, moins d'une minute, d'après les médecins. Moi, j'ai eu l'impression d'y passer plusieurs minutes, Oui, d'avoir vraiment du temps. Le temps est un peu élastique comme ouais. ça. J'ai la même impression. Voilà. Et puis à un moment donné, sans prévenir, j'ai été retourné, alors que j'avais le dos au plafond, hein, j'ai été retourné comme une crêpe et là, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de couloir. Il y a un grand, un grand tunnel avec une grande lumière au bout qui irradie un peu tout le tunnel. Et cette lumière, encore aujourd'hui, et en ayant discuté avec d'autres personnes, je ne trouve pas d'autre terme que de dire qu'elle était mille fois plus forte que la lumière du soleil, mais pas du tout éblouissante. Oui, Ce c'est qui est évidemment exactement la même chose. Ouais. Oui, pareil. voilà, ouais, c'est Mm. évidemment un concept assez, assez étrange à expliquer aux gens parce que c'est pas définissable avec des mots humains, mais c'est comme ça. Et puis très douce, très attirante, je me suis senti dans un bien-être absolu. Évidemment, les douleurs avaient déjà disparu au moment où j'étais au plafond, mais là, le bien-être est devenu vraiment très, très puissant. Je retrouve un petit dixième de millionième de ce bien-être dans les bains thermaux quand je suis dans ces lits à bulles. Dans les bains, il y a des endroits où on peut s'allonger dans l'eau et où il y a des bulles qui sortent comme ça. C'est un tout petit millionième de ce sentiment-là que je retrouve dans ces endroits-là. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vraiment donc une impression de bien-être absolu. Et puis j'ai flotté vers cette lumière peu à peu. Et pour ma part, mon expérience est très faible par rapport à d'autres puisqu'elle s'est arrêtée là. Je ne saurais pas dire si c'était à mi-chemin ou un quart de chemin de ce tunnel, mais voilà, elle s'est arrêtée là et brusquement, je me suis retrouvé dans mon corps avec toutes les douleurs que vous supposez. C'est le pire moment de mon existence. Très clairement, Oui. c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et pourtant, les gens me demandent souvent, mais alors, est-ce que vous auriez préféré ne pas vous retrouver dans ce corps? Et la réponse est évidemment non. Et Je oui, suis évidemment tellement heureux bien d'être sûr. revenu dans ce corps à ce moment-là, Mm. mais cet instant-là, je ne le revivrai pour rien au monde Mais parce tu n'as que pas eu c'était cette vraiment demande? insupportable. Cette demande, Non, tu sais, comme beaucoup te disent, on m'a demandé si je voulais rester ou non. Tu n'as pas eu oui. ça, toi, en fait, hein, c'est Oui. ça. Alors non, moi je Non, n'ai. Alors en d'accord. tout cas, j'en ai pas le souvenir. Oui, oui. Peut-être que je l'ai eu, mais j'en ai pas le souvenir. Mes souvenirs sont revenus petit à petit, et il a fallu des mois en fait pour que les images, les souvenirs reviennent. Mais je n'ai pas le souvenir de cette demande. J'ai discuté avec plein de gens qui ont eu alors beaucoup d'autres choses, cette demande-là. euh, Aussi qui ont revu leurs proches, qui ont revu une partie de leur vie. Ah oui, Je n'ai souvent on entend pas ça. ce souvenir-là. Par D'accord. contre, j'ai des souvenirs extrêmement précis de ce que j'ai vu avec mon zoom, si je Oui. peux le dire ainsi. Et ces images-là sont gravées. Ces images-là sont gravées dans ma mémoire. Mm. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à l'un des médecins qui était là ce jour-là d'authentifier ce que je lui racontais plusieurs mois après, parce que je donnais des détails qui étaient vrais, mais que je ne pouvais pas avoir vus de mes propres yeux, Oui. puisque j'étais plus en état de voir, quoi. Mm. Mais tu as eu de la chance de tomber sur un médecin assez ouvert quand même, qui connaissait, qui t'a écouté, quoi. C'est bien déjà.
J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu Mm. beaucoup de chance dans tout mon parcours de cette soirée-là, mais notamment de tomber sur des personnes qui ensuite m'ont cru et n'ont pas écarté ça du revers de la main. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus fréquent maintenant, hein. Mais Oui, là, oui, à l'époque, on est en l'an 2000, et alors là, la médecine est encore assez frileuse sur ces questions-là, hein, c'est à ça. l'époque. Même s'il y avait, je Mm. crois qu'il y avait déjà les livres de Raymond Moody à cette époque-là, hein, c'est Bien ça, oui, sûr, oui, bien mais sûr, il y on avait. considérait ça comme du gentil Oui, ésotérisme, voilà. un petit peu illuminé sur Oui, les oui, bords, oui, et les bords sont larges, et puis oui, bon, laissez faire les scientifiques, et puis c'est ça. rêvez tant que vous voulez, mais loin de nous, quoi. Ou alors on se dit c'est C'était le un peu ça. cerveau, il y a un problème, c'est le cerveau qui fait que, Oui, alors voilà, ensuite, bon. il y a eu toutes ces théories-là, Hmm. bien sûr, qui sont peut-être en partie justes, hein, mais ça n'explique pas tout. On le sait aujourd'hui. Oui, 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 Il y a des questions oui. sur le chat. Ah, c'est bien Il ça, y les a amis. YP qui demande qu'entendiez-vous et qu'a vu Vincent en Zoom? Qu'est-ce que j'entendais au moment où j'étais au plafond? Eh bien, j'entendais le dialogue entre les personnes qui essayaient de me ramener à la vie. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai vu avec mon zoom? Eh bien, je me souviens très bien d'un chiffre sur le mur. Je me souviens très bien du nom d'un assistant sur son badge, que je ne donnerai pas ici, bien sûr, mais voilà. Je me souviens très bien de détails complètement fous, c'est-à-dire d'un bouton de la blouse d'un médecin qui était en partie décousu, où il y avait le fil qui dépassait. Donc, ce sont des tout petits détails comme ça, assez surprenants. Une roue du brancard qui était tournée vers l'extérieur alors que les autres allaient dans le même sens. Enfin, c'est des choses totalement insignifiantes. Et pourtant, bah, il y a 2-3 éléments qui faisaient, et puis, bah, oui, la machinerie qui était à côté de moi avec cette ligne qui était à plat, cette alarme qui sonnait au départ, qu'on a arrêtée ensuite, les mains, et je me souviens d'une chevalière qui était sur la main du médecin qui me faisait le massage. Donc voilà, ce sont des détails comme ça, des flashs, que j'ai assez précisément. Un néon du couloir qui ne fonctionnait pas bien, qui clignotait un peu. Voilà, enfin, je pourrais allonger la liste, elle est assez, ouais, elle est assez longue. Ce sont Oui, mais des ça petits donne une détails comme idée. ça. Ça donne une idée vraiment de Et ce au que tu as vécu. départ, vous ne pensez pas que vous rêvez? Enfin, je vous m'adresse aux deux, hein, mais Non, pas du tout, Moi, pas j'ai du jamais tout. Alors, pensé, hein. non, s'il y a bien une chose qui ne vient pas à l'esprit, c'est qu'on est en train de rêver pour deux Mm. raisons. D'abord, parce que quand on est en train de rêver, on n'a pas conscience qu'on est en train de rêver. C'est une fois qu'on se réveille qu'on se dit, tiens, j'ai rêvé. Et ensuite, parce qu'il y a là une différence fondamentale. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais lorsqu'on rêve, il y a un certain nombre de choses qui sont irréelles ou angoissantes. Et là, lorsqu'on perçoit la réalité, on sait qu'on est dans la réalité. Il y a une perception de ce qui est en train de nous arriver qui fait que c'est la réalité, sans aucun doute possible. Sur le moment, j'entends, hein. Mhm. Après, pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver ces images. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi aussi, ça a mis énormément de temps à retenir toutes les choses. Mais par contre, ce dont je m'aperçois et dont je me rends compte maintenant, c'est que je ne sais pas si c'est parce que j'étais enfant qu'on m'a épargnée, mais en tout cas, j'ai eu la chance de ne pas souffrir. C'est-à-dire que moi, ça a été vraiment indolore, ce voyage. Parce que quand je suis revenue dans mon corps, je me suis simplement réveillée à l'hôpital. Et j'avais mal nulle part, quoi, en fait, hein. Moi, c'est très bizarre, c'est que je me suis arrêtée de respirer, mais j'ai pas eu de souffrance ni de séquelles, on va dire, extérieures ou physiques. Mhm. Je Mhm. me rends Pour compte moi, que mes c'est une chance souffrances étaient... quand j'entends Vincent. Oui, mais Moi, mes Vincent, il avait souffrances ne 14 sont... fractures. C'est ça, mes Ah, souffrances ne ouais. sont pas dues à l'expérience de mort imminente, mais
aux fractures que j'avais ce soir-là, quoi. Oui, j'avais compris. Et Mais Oui, oui, oui. Vincent, quand tu as réintégré ton corps, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont l'impression d'être dans une boîte de sardines un peu à l'étroit. Est-ce que tu as eu ce sentiment un peu d'étroitesse dans ton corps? Je pense que la boîte de sardines, elle est large euh, pour exprimer le carcan que représente. On a l'impression d'étouffer, d'être dans une prison. C'est une impression que je peine à décrire aujourd'hui encore, tellement elle m'est désagréable à imaginer. Donc, je dirais que la boîte de sardines, c'est gentil, quoi. Mhm. moi, je dirais Ok. que c'est pas l'idée de revenir dans le corps qui a été pénible. C'est plutôt de ne pas ressentir le même sentiment, on va dire, de plénitude qu'on ressent quand on est, bah oui, on va dire en dehors de son corps, hein. En tout cas, quand on est en train de vivre une EMI. C'est plutôt ça, je trouve que moi, c'était pas le fait d'être limité par le corps, mais c'était plutôt l'impression d'être limité en termes de capacité à vivre des choses. Je sais pas si Mhm. c'est clair. Oui, oui, oui. Ouais, ok. Oui. Alors, il y Et a, toi, Parce que quand on vit une EMI, euh, il y a cet état, bah, je disais, vibratoire bah, différent, hein, où on a l'impression vraiment d'être dans un état de bien-être incroyable, qu'on peut appeler une certaine forme de plénitude. Oui. C'est Jung, Carl Gustav Jung. Je ne savais pas le philosophe, là, enfin le voilà, psychanalyste, qui comment, a vécu lui aussi une EMI. Je ne savais pas qu'il avait vécu une EMI. J'ai découvert ça il y a peu de temps, lors d'un coma. Et lui, il parle de, ça va parler à Vincent, il parle de béatitude. Oui, Oui, oui. bien sûr que ça parle. Mhm. Oui, il y a un état de bien-être. Béatitude, c'est vraiment le fait d'être heureux et il y a un état de Oui. bonheur et de bien-être absolu, c'est vrai. Mhm. Il y a une il y a deux question. Oui, deux questions questions. sur le chat par rapport à justement cet effet de zoom, etc. pour Vincent. Donc, c'est YP qui demande le chiffre et le nom étaient-ils à l'endroit? Je suppose qu'il parle de la Très bonne veste et question. du. ouais, Très ou en bonne question. miroir, quoi. Hmm. Ouais, dans mon souvenir, je les interprète comme étant à l'endroit. Alors, est-ce que c'est après coup l'image qui est revenue et dont j'ai fait la lecture qui elle-même est l'endroit, ou est-ce que sur le moment l'image n'était pas à l'endroit? Ça, je suis incapable de le dire. Le souvenir que j'ai, l'image que j'ai en moi, le chiffre et le nom sont parfaitement lisibles. Euh, mais est-ce que c'est mon cerveau qui a remis cela à l'endroit? C'est difficile de le dire. Euh, ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a Oui. Sabine qui demande, on peut donc supposer que Vincent a eu cette expérience par l'esprit. A-t-il eu la sensation d'être en communication avec ses guides? Qui seraient mes guides? Oui, c'est une bonne question, c'est sûr. Alors là, merci Sabine d'ailleurs pour, c'est pour cette interrogation. Oui, c'est sûr. Ben oui, enfin, Non, j'ai eu le sentiment, j'ai eu le sentiment extrêmement fort et qui est imprimé en moi et que voilà, ce qui ne s'est pas parti depuis. J'ai eu le sentiment extrêmement fort que cette lumière était l'amour avec un grand A. Euh, Quand des gens me demandent qui c'était, je n'ai pas d'autre réponse que cela. Alors évidemment, moi ensuite, dans ma foi, dans ma religion, dans ma manière de voir les choses, je vais réinterpréter l'amour puisque
dans l'Évangile, on lit que Dieu est amour. Donc, évidemment que si j'ai ressenti de l'amour avec un grand A, pour moi, j'ai ressenti une forme de présence divine, mais je n'arrive quand même pas à donner un nom à cette lumière autre que amour. Et donc, je dirais pour répondre à cette personne que mon guide aujourd'hui, c'est l'amour avec un grand A. C'est ce qui guide ma façon d'être prêtre, c'est ce qui guide ma façon d'être tout simplement dans la vie. Et c'est mon seul et unique but, c'est, c'est d'essayer de le répandre du mieux que je peux. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais d'essayer de le répandre un peu autour de moi. Euh, voilà, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu des guides autres que cet amour-là. Que tu vas Mm. découvrir après, finalement, de par ce que tu fais maintenant, quoi. Je ne sais pas si je le découvre après. Je pense que j'ai eu le cœur brûlé à ce moment-là Mhm. par cet amour, comme une empreinte indélébile, et que je vais ensuite, et depuis des années, découvrir peu à peu les contours de cette empreinte. Mais elle est là depuis ce moment-là. Mais la vision béatifique, comme on l'appelle en termes Oui. savants, Mhm. il y a des pages et des pages, des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, je m'avancerai pas du tout jusque-là. Je suis bien petit dans mon expérience et voilà, je préfère me dire que ce que j'ai vu et ressenti, c'est l'amour. J'espère bien Oui. retourner vers cet amour le moment venu. Je ne m'y précipiterai pas en me jetant sous le train, pas du tout. J'ai aucune envie de ça. Mhm. On Mais a le le moment temps. venu, je serai heureux de retrouver cet amour avec un A majuscule, quoi. Voilà. Oui, mais est-ce que justement, quand on vit cette expérience, comme beaucoup le disent, eh bien, on n'a plus peur de ce qui se passe ensuite. On sait qu'il y a quelque chose, que c'est pas le néant, comme Oui, beaucoup le alors pensent. non, alors ça, je pense que c'est un point commun qu'on a quasiment tous les expérienceurs. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, Christelle, mais le fait de ne plus avoir peur de mourir et de plus avoir peur de la mort, c'est vraiment une constante chez la Mhm. majorité des gens que j'ai rencontrés. Qu'on parle de notre propre mort ou de la mort des autres, Oui, d'ailleurs. Moi, oui, oui. je n'avais pas du tout d'atome crochu avec la mort, si j'ose parler ainsi. Mhm. Avant, je ne serais pas rentré dans une pièce où il y avait un mort, je n'aurais jamais touché un mort. Et pourtant, j'ai eu quelques défunts proches dans ma famille, mais voilà, je ne suis pas allé les voir à la morgue. C'est quelque Mhm. chose qui m'était impossible. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Alors évidemment que le métier vocationnel que je fais euh, me confronte régulièrement à la mort, encore plus parce que je suis aumônier d'hôpital et pas prêtre en paroisse. Et Oui, donc, aussi, oui. la Mhm. mort à l'hôpital, c'est quotidien, tout simplement. Ça fait partie de notre vie. Et donc, je vois régulièrement des défunts. Je suis amené à les toucher régulièrement. Eh bien, ça ne me fait absolument pas peur. J'ai une grande tendresse par rapport à... Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai une grande tendresse par rapport au corps des défunts et par rapport alors à ma propre mort, quoi. Oui, oui. Je ne la précipiterai pas, comme je l'ai dit avant. Je ne l'attends pas de pied ferme. Je profite de chaque seconde de vie. Mais si elle arrive dans 10 minutes, eh bien, c'est bien. J'y suis prêt. Voilà. Mhm. Oui, oui. Non, Je mais c'est suis comme intéressant. toi, Comme Vincent. Christelle Moi, aussi, oui. j'ai pas, ça m'a enlevé aussi, je pense, la peur de la mort. Donc moi, ça me l'a enlevé quand même très tôt, hein, puisque Mhm, mhm. j'étais donc enfant. Euh, et j'avais vu, je crois que j'avais d'ailleurs jamais vu quelqu'un mourir en fait, hein, à l'âge de 10 ans, avant, hein, je veux dire, avant d'avoir fait mes Mhm. Ah études. oui. Donc je n'ai pas peur non plus de la mort. En ce qui concerne la mienne, je n'ai pas peur de ma mort. Ce que je n'aimerais pas, c'est plutôt les souffrances avant la mort, s'il doit y avoir de la douleur. Donc ça, voilà. Et puis pour ce qui est de la mort des autres, j'en ai pas peur parce que je sais ce qui se passe après et je sais qu'au contraire, c'est quelque chose de, j'allais dire, de chouette en fait, qui leur arrive.
Oui, Ça m'empêchera pas de pleurer des personnes de mon entourage qui meurent, mais finalement, quand on pleure plus sur soi-même, c'est-à-dire de rester ici et oui, aussi sur ce que nous renvoie le départ des autres, c'est-à-dire tout le lien peut-être souvent avec des choses de notre enfance ou, oui. ou des expériences vécues avec ces personnes-là qu'on ne verra plus ici. Mais je ne pleure pas sur leur mort et leur devenir après parce que je sais que c'est bien pour eux, quoi. Oui, C'est oui. ça, je te rejoins tout à fait. Par contre, tu dis que tu J'ajoute, pas peur oui, pardon. Tu dis que tu pas peur enfin pas peur, que tu as même une tendresse en fait pour les gens qui oui, partent. Alors je suis d'accord avec toi. En revanche, je suis pas fan malgré tout quand les gens sont partis. Donc quand il reste leur corps, on va dire, ça reste pour moi vraiment de l'ordre de l'enveloppe. Et, oui. et je suis pas fan voilà, de toucher l'enveloppe d'un mort, parce que j'ai l'impression que c'est comme une vieille peau, qu'en fait. Oui, alors je te rassure, je suis pas fan non plus, hein. Ok. Le fan, c'est peut-être pas le C'est mot, très alors. bizarre. Oui, oui, c'est C'est ça. très bizarre, c'est Mm. un contact extrêmement étrange, Oui. mais j'entends là où j'ai évolué, c'est qu'avant je ne me serais jamais même approché d'un mort, alors qu'aujourd'hui, si je suis amené à le toucher pour X ou Y raison dans mon travail, eh bien ça ne me gêne pas. Mais je suis pas fan non plus. Il y a une grande différence que je remarque de fois en fois, entre le moment où je suis amené à être dans la pièce de quelqu'un qui meurt, qui est en train de mourir ou qui meurt, et puis le fait d'aller vers un corps mort qui est mort depuis plusieurs heures. Mm. Il y a une très grande différence parce que ça, on utilisait le terme de vibration tout à l'heure, ben ça vibre plus, hein, Oui. après plusieurs heures. C'est une écorce, exactement. Et tandis que quelques instants après que la mort intervienne, même si on n'est pas bien sûr, hein, ça met du temps de constater la mort de quelqu'un, hein, toute une série de paramètres, mais enfin, quelques instants, quelques minutes après, bien, on a vraiment le sentiment que la personne n'est pas loin, qu'elle est là autour de nous, et que ce corps vibre encore d'une certaine manière. Voilà, ça, c'est une expérience que j'ai l'occasion de voir à plusieurs reprises, quoi. Oui, Vincent, d'accord. quand Oui, finalement, tu es un peu comme ces médecins qui accompagnent les personnes en fin de vie. Donc, toi, en tant que prêtre, tu peux te retrouver au chevet de personnes qui vont mourir et qui ne oui, sont pas oui, forcément des personnes qui te sont proches. Est-ce que tu as oui. noté, je ne sais pas, des mots particuliers ou alors des phrases particulières que disent les gens juste avant de mourir et qui se Alors, retrouvent? en tout cas, ce qui est très net, c'est que quelques instants, quelques secondes avant de fermer les yeux, avant de rendre un dernier soupir, il y a une détente absolue. Mais quelques instants avant, c'est-à-dire, Mm. c'est pas le dernier soupir qui détend complètement la personne, c'est quelques instants avant, il y a une détente absolue avec même des choses étonnantes. J'ai vu une personne relativement jeune que j'ai accompagné dans ses derniers instants et tout à coup, ses yeux se sont ouverts tout grands alors qu'il était vraiment dans le coltard auparavant. Ses yeux se sont ouverts tout grands, il a fait un immense sourire et il a dit: «Mon Dieu, comme c'est beau!» Et il est mort à ce moment-là. Hem et ça, alors c'est la seule fois que j'ai entendu verbaliser quelque chose comme ça, mais cette paix immense, cette détente soudaine, alors qu'auparavant, ces personnes, pour la plupart, ont un visage crispé par la douleur ou très fatiguées par les médicaments ou autres, il y a tout à coup une forme de béatitude, effectivement, une forme de bonheur qui passe sur le visage et ça, c'est extrêmement frappant, Est-ce que c'était et communicatif?
c'est communicatif, oui, parce qu'il m'est arrivé de tenir la main de personnes comme ça, et ça passe même dans le contact physique, alors que quelques instants avant, la personne serrait la main très fort, eh bien, la main se desserre, mais pas du tout comme si elle lâchait prise, mais vraiment comme quelque chose de beaucoup plus agréable, tout simplement, avant de lâcher prise complètement. Donc, voilà, il y a des constantes comme ça que je remarque, et évidemment, moi qui ai vu, comme toi, un petit coin de voile levé sur ce qu'il y a derrière, eh bien, j'aime à penser que cette personne est en paix, cette personne est en train de partir vers cette lumière, que cette personne, tout à coup, est bien, tout simplement, Oui, alors que ce n'était pas le cas parce avant. que vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est, et voilà, et ça c'est important aussi. Il y a Alix qui pose une question sur le chat. Oui, donc elle demande, est-ce que vous pensez chaque jour de votre vie donc à cette expérience de mort imminente, ces sensations de plénitude et aussi d'avoir des phases de grande tristesse? Oui. Moi, enfin, c'est pas des phases de grande tristesse. En tout cas, c'est cette impression. Moi, je dis tout le temps, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que tu as ressenti ça aussi, Vincent, quand tu parles d'amour avec un grand A. Mmh. C'est cette impression d'interconnexion avec tout ce qui existe. Comme si Complètement. on était vraiment, on était plus limité, quoi, et que, on avait de plus en plus, conscience de qui on était, mais on se rendait compte qu'on était beaucoup plus grand que ça. Et ce qui est difficile ici quand on est quand on est sur terre, on va dire, si je reprends, ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est-à-dire que, voilà, on est passé un petit peu de l'autre côté du voile, mais ce qui est difficile ici sur terre, c'est d'accepter d'avoir ce voile, dont on se rend compte quand même en partie lorsqu'on a fait une EMI, et ce voile-là, c'est le voile de la limitation de la connaissance, c'est le voile de la mémoire interrompue, et puis c'est surtout ce sentiment de connexion qui disparaît, quoi. Donc Oui. on sent qu'on est dans une vibration beaucoup plus basse, et c'est plutôt ça qui est difficile à, mmh, à vivre, parce qu'on aurait envie de revivre tout le temps une haute vibration. Oui, je m'associe à ce que tu dis là. Cette grande tristesse dont parle cette personne, je la ressens, je ne dirais pas comme une tristesse, mais comme parfois même comme un énervement d'être limité, en Ouais. tout cas comme une forme d'impatience. Et alors, s'il doit y avoir de la tristesse, je pense la tristesse par rapport à la petitesse de ce que je fais, de ce que je suis, par rapport à l'infini qui a été imprimé dans mon cœur. Et donc c'est plutôt en termes, je n'aime pas du tout le mot culpabilité, et c'est pas de ça qu'il s'agit, mais en termes de défi personnel, en me disant: «Mais, j'ai l'impression d'être capable de tellement plus, de tellement mieux que ce que je fais en réalité, que la tristesse peut être là». Elle est dans cette, limitation, alors qu'on nous a insufflé un petit coin d'infini dans la mémoire, et cette mémoire revient sans cesse. Bien sûr, je dirais pas qu'il y a pas un jour où je n'y pense pas, mais disons que, il y a pas une semaine où je n'y pense pas, c'est une évidence. Il y a pas, et c'est en termes d'action de grâce aussi. Il y a pas un jour, je pense, où je ne remercie pas d'être en vie, où je ne suis pas heureux simplement d'être là, voilà, de pouvoir profiter de chaque seconde. Et oui. Mais il y a, le soir venu, quand on se retourne, vers sa journée, le fait de dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai fait, de Bah, ces, pourtant, de par ta de vocation, ces» justement, tu amènes les gens, enfin, en tout cas, tu fais ce que tu peux pour amener les gens vers la lumière, la lumière divine. Donc, c'est hyper important aussi. Alors mais c'est exactement, là
que je peux reprendre la phrase. Alors, tu me dis, tu fais ce que tu peux, bien moi je réponds, j'aimerais bien être sûr que j'ai fait ce que je pouvais. Je suis dans l'insatisfaction de me dire peut-être que j'aurais quand même pu faire plus ou quand même pu faire mieux encore dans cette journée. Voilà. Ça, c'est quand même assez constant, tout en ayant la joie de pouvoir profiter de chaque instant. Moi, je pense Oui, que euh, on ne te demande pas plus. En fait, tout comme à chacun de nous, je pense la seule raison pour laquelle on est ici, c'est bon, en effet pour évoluer en niveau de conscience, mais c'est aussi pour être tout simplement, hein. C'est Oui, bien ce oui, qu'on c'est dit quand évident. on dit deviens qui tu es, hein. Oui, Après, ce qui est compliqué, et ça l'est aussi pour toi, Vincent, parce que tu es un être humain, bien que tu sois un prêtre et que voilà, tu sois porté par d'autres choses. Ce qui est compliqué, c'est que en tant qu'être humain, ben, on se retrouve tous confrontés ici aux défis et aux épreuves de la vie qu'on oui, doit voilà, affronter d'une certaine manière. Et, euh, et c'est vrai, on dit que bah, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, mais en même temps, ça nous amène aussi comment, à créer plein de blocages, plein de traumas qu'on doit affronter. Et, ce qu'on doit retirer de tout ça, c'est que finalement, c'est tout ce qu'on affronte chacun. On se l'est un peu mis dans les pattes pour aller vers l'expansion. oui, Voilà, mais c'est difficile pour tout le monde, quel que soit ce qu'on fait. Mais quand bien même voilà, tu as décidé de dédier ta vie à une religion, à un Dieu, je pense, quand bien même tu es dans l'amour et quand bien même tu as cette expérience de MI, voilà, c'est normal d'avoir des tristesses bah, parce ça fait qu'on partie de on la oui, vie traverse tout. aussi, hein. Voilà, c'est ça. Mais en plus, Les mais êtres tout humains. à Christelle, fait. toi, tu n'es pas, on dirait prêtre, non, on dirait diacre, tu n'es pas, mais tu es aussi très très intéressé aussi par la spiritualité. Donc, au Mm. final, vous êtes tous les deux quand même beaucoup à aller dans ce domaine-là, vers cette lumière-là aussi. C'est ça qui est Oui, intéressant, je trouve. Bah, je dirais on peut pas être autrement. Ouais. Oui, C'est c'est- ça, c'est ça. Quand Christelle dit que j'ai dédié ma vie à Dieu ou à une religion, je résiste en disant non, 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 je l'ai dédié aux autres. Mm. Je l'ai dédié aux autres à travers une manière, il y en a plein, de donner sa vie aux autres, mais à travers une façon particulière. Mais je vis personnellement tous les efforts ou les renoncements dus à ma vocation, par exemple le vœu de célibat, simplement dans cette direction-là, en disant bah, je voue ma vie aux autres. Donc, et c'est aussi une caractéristique très souvent des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Et il y a mille manières de vouer sa vie aux autres. Christelle le fait à Voilà. sa manière et je le fais à la mienne, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai pas fait de vœu de célibat. En J'allais te revanche, poser la question, tu sais, justement. Non, même pas, tu n'as pas. Mais Christelle, tu pourrais quand même. C'est pas très sérieux, je sais enfin pas. bon. Bon, je vais y Non. réfléchir, mais ça va Bah, me prendre un réfléchis petit peu de bien. temps. Oui. Mais en dehors de ça, je sais que depuis toujours, tout ce que j'essaye de faire, c'est pour aider les autres. Voilà. Voilà. Avec mes qualités et mes défauts, hein, et ça a beaucoup évolué dans ma façon de fonctionner au fur et à Mhm. mesure que j'apprends des choses, parce que la vie, c'est un processus d'éveil pour chacun, hein, C'est vrai, oui. et on est tout le temps en train de construire et redéconstruire ce qui a été nos croyances jusque-là. En tout Mhm. cas, ce qui reste, c'est quand même toujours euh, cette volonté de prendre la décision la plus bienveillante possible. Et dans quelques situations que ce soit, hein, tu vois. Oui, oui, oui. Pour tout le Euh, monde, quoi. ah Mhm. oui, pour tout. Je veux Bien dire, sûr, oui. même dans des situations, j'allais dire, assez superficielles, comme par exemple quand je faisais des interviews de personnalités, Oui. j'ai très souvent refusé en fait de faire des choses ou des interviews où j'aurais pu faire du buzz ou des choses comme ça. Mais j'ai refusé parce que je voulais pas que ça porte atteinte en fait aux personnes
que j'aurais Oui, qui interviewé. était là. Oui, je comprends. Voilà. C'est Mais ça. après, c'est à tous les niveaux, si tu veux, dans ta vie. Mhm. Tu vois, ça, c'est un petit exemple. Oui, Mais oui, mais c'est un c'est bon exemple aussi, quoi. C'est un voilà, bon c'est exemple. dans n'importe quelle chose que tu vis, tu décides de faire un choix différent, j'ai l'impression. Mhm. Par contre, les amis, il y a Ouais. plusieurs personnes Oui, qui, alors sur des le chat, il y a des remarques. remarques, des questions. Bien. Bon, bah, en tout cas, ça les intéresse, nos auditeurs. Hein. C'est bien, c'est parfait. Voilà. Alors, il y a Adeline qui revient sur le passage justement de la mort. Elle dit la vibration dans la chambre du patient change radicalement également. On en revient à tout Oui, à l'heure. complètement. Oui, oui, complètement. J'ai d'ailleurs mon prédécesseur, euh, l'ancien aumônier-chef de l'hôpital où je travaille, avait pour habitude un petit rituel qu'il appelait le rituel de la chambre vide. Lorsqu'il lui était donné d'entrer dans une chambre où il venait d'y avoir un défunt et où le corps était déjà parti, mais où voilà, la chambre était vide et pas encore débarrassé des affaires, du cadre, des photos, etc. Eh bien, il prenait le temps d'un rituel, il prenait le temps d'une prière à cet endroit-là parce que cela cela libère un peu l'espace aussi de cette présence qui s'y trouve encore pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voilà. Et effectivement, les lieux, ça n'est que trop évident. Les lieux ont une âme, une vibration d'une manière ou d'une autre, et ça change considérablement dans les minutes, les dizaines de minutes qui suivent. Oui, tout à fait. Ça, c'est certain. Et justement, Vincent, toi qui officie, comme tu disais, dans les hôpitaux, quand il y a quelqu'un qui meurt, et que voilà, on va dire on vide la chambre, hein, on remet quelqu'un, combien de temps après? Et puis lorsque, on remet cette personne-là, est-ce que tu as le sentiment que cette chambre, elle est encore habitée? Parce que là, tu dis, il fait une prière, voilà, pour quelques Mmh. minutes et Mmh. cetera, mais Mmh. combien de temps, tu as le sentiment que cette pièce reste encore, habitée? Je vais faire une réponse un peu étrange, mais Ouais, je vais dire simplement que la chambre est remplie trop vite, en oui, général, après. c'est Mais ce que je c'est une pense. question de rentabilité, c'est notre système de santé actuel, d'ailleurs que ce soit chez moi en Suisse ou en France ou en Belgique, c'est le même problème. Et donc dès qu'une chambre est vide, elle a pour vocation de se remplir et j'ai toujours, moi ça me heurte quand, Oui. dans l'une des unités où je travaille, je vois que quelques heures après, la chambre est de nouveau occupée par quelqu'un d'autre, eh bien, c'est étrange de le dire comme ça, mais j'ai presque l'impression qu'on a violenté le lieu aussi, tout simplement, que cette chambre, elle aurait eu besoin de se reposer un moment avant d'avoir quelqu'un d'autre. C'est étrange de le dire comme ça parce qu'une chambre n'a pas une vie en soi, mais voilà ce que je ressens. Donc ma réponse serait de toute façon trop vite, quoi, quel que Mmh. soit le temps Oui, que Toujours ça trop vite. prend, c'est toujours. trop vite à mon goût. Voilà. Voilà Ah, encore. il y a d'autres remarques, alors sûrement. Ben, moi, en Belgique, j'ai travaillé en maison de repos. Parfois, en 24 heures, il y avait déjà quelqu'un d'autre. Mmh. Mm. Dans mon expérience, c'est bien moins de 24 heures, Ah, de fait. ah, Ouais. 24 d'accord. heures, ça va encore. Enfin, ça va. C'est pas que Bah, ça c'est va, mais bon, oui, c'est maison de déjà, repos. c'est Bah, déjà 24 heures, beaucoup. c'est court Oui, quand oui, même. c'est court, je sais C'est bien. déjà Ouais. très C'est court, hein. c'est Ouais, très ouais. court. Mais pour une maison de repos, c'est encore différent parce que la chambre est un lieu de vie de la personne pendant pas mal de jours, voire de mois. Tandis qu'à l'hôpital, les chambres dans les unités d'urgence sont un tournus absolument Ouais. ébouriffant, hein. On y reste quelques heures, quelques jours, pas davantage, quoi. Et C'est sûr. en plus, quand on vit une EMI, et donc, probablement que lorsqu'on meurt, c'est un petit peu le le même style, on va dire. Il y a, on a le sentiment d'avoir comme un partage constant, en fait, de sentiments d'informations. On a le sentiment que tout est télépathique et qu'on est ultra connecté, qu'on sent, tout l'univers en soi. Ce qui veut dire que quand il y a quelqu'un qui meurt dans une chambre, qu'il y a un nouveau qui arrive, il doit certainement y avoir des ondes qui passent, hein, des Des informations, infos, en oui, je fait, pense, Christelle, je des pense aussi. énergies de ce Mm. genre-là, quoi, en fait, hein. Mm, mm. J'imagine Ah ça oui, aussi, ça, tu vois. Oui. ah oui, ça c'est Ouais. certain, Mm, c'est mm. certain. Oui.
Ah, il y a beaucoup de questions. Alors, Alors, par contre, il y a des ouais. remarques, des questions, donc voilà. Donc, ici, il y a une remarque de Sabine qui dit: Je n'ai jamais fait l'expérience d'une EMI, mais d'instinct après le décès de mon mari, en chambre funéraire, je disais mécaniquement aux visiteurs: Ce n'est plus que son enveloppe terrestre. Lui n'est plus là et certaines personnes étaient choquées. Moi, je suis d'accord. Mais je pense, Oui. Comme on je va suis pas entièrement forcément sur la d'accord tombe de aussi. quelqu'un, on va pas forcément sur la tombe de quelqu'un si on pense pas que cette personne-là est là. Je pense que c'est la même chose. Oui, sûrement, oui. Non, mais c'est vrai, quand on Oui, va oui. fleurir une tombe, finalement, qu'est-ce qu'on fleurit? Enfin, c'est, Oui, c'est c'est, vrai. Mais les âmes ne sont plus. non, c'est vrai, mais ça fait peut-être du bien aussi. Et puis, Bien sûr. on se sent proche de la personne quand même. Je pense que ça peut aider aussi quand même, voilà, tu vois, Oui, psychiquement. En tout cas. ça aide ceux qui restent, en Ça fait, aide. je pense. Voilà, Mais, c'est ça. mais c'est Hmm. pas forcément, en tout cas, aligné avec celui qui part. C'est ça que je Ah veux. oui, mais enfin, je suis d'accord Oui. avec ça, oui, avec ce que tu dis. Alors, il y a d'autres questions. Alors, il y a Quelque chose comme Marie ça. donc qui demande: Est-ce que Vincent parle aux personnes en fin de vie de ce qui les attend après la mort? Alors, c'est une bonne question. Bien évidemment que j'arrive pas avec mes gros sabots en disant, vous savez, moi Vous j'ai savez ce vécu qui va se passer. ceci, et C'est ça, voilà. quoi. J'ai le mode d'emploi. J'ai le mode d'emploi, Ouais, vous c'est allez ça, voir. oui. Oui. La posture de l'aumônier, euh, c'est d'abord une posture d'écoute. Et donc, des fois, on écoute une personne pendant 30 minutes et elle nous dit merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit, alors qu'on lui a pas dit grand-chose. Donc en fait, non, je n'en parle que si la personne me demande une question très directe du style, mais j'ai peur, est-ce que vous savez ce qui m'attend, ce qu'il y a de l'autre côté? Et je ne vais jamais répondre, je sais, parce que ce serait extrêmement prétentieux, même si à l'intérieur de moi j'en suis persuadé, mais je n'utiliserai pas cette posture-là. Je vais lui dire, ben je crois, je suis intimement convaincu que vous allez vers la paix, que vous allez vers la lumière. Ce sont des expressions que j'utilise comme ça. Et tu partages pas De ton là, expérience? Tu dis pas, non, voilà, sauf moi, quand ça m'est si arrivé, voilà ce non, que parce j'ai que vu. ça me paraîtrait extrêmement prétentieux vis-à-vis du mystère de cette personne qui est en train de mourir, qui m'a rien demandé. Euh, et, et, et voilà, enfin, je suis pas là pour raconter ma vie au chevet d'un malade. Par contre, Non, mais ça pourrait le il m'est rassurer. arrivé. Alors, j'essaie de la rassurer du mieux que je Ouais. peux, mais sans nécessairement rattacher cela à un témoignage personnel. Par contre, il m'est arrivé que des personnes connaissent mon témoignage d'une manière ou d'une autre par Internet, voilà, et me disent, mais j'aimerais parler avec vous, vous avez vécu une expérience comme ça. Et alors là, c'est tout différent. Là, évidemment, on peut parler et je peux essayer de les rassurer vraiment de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus claire et nette en disant, ben voilà ce que moi j'ai vécu et vraiment j'ai le sentiment que c'est ce qui vous attend. Mais voilà, je le ferai pas d'emblée comme ça. Et c'est une des choses qu'on apprend dans l'écoute, dans notre formation d'aumônier. On apprend à ne pas plaquer notre vie, notre témoignage personnel sur ce qui est en train de nous raconter la personne. C'est une des attitudes de base, vraiment d'être légèrement en retrait et d'accueillir ce que nous dit la personne. Le pape François, si je prêche un instant pour ma chapelle, a une expression très belle. Il dit qu'il s'agit de s'agenouiller sur la terre sacrée de l'autre. C'est vraiment la posture Ah oui, c'est beau, oui, ça, j'aime que j'ai bien. souvent en tête lorsque je m'approche d'un lit. Voilà, c'est l'autre qui compte et pas Oui, du tout mon expérience à moi. d'accord. D'accord, merci. Alors, Adeline dit: Il y a deux endroits où les soignants sont très doux avec les corps. Un, avec les nouveau-nés en maternité, et deux, lors de la toilette mortuaire, le début de la vie et la fin du parcours sur Terre. Tant mieux, Oui, hein. alors
Tant mieux, ce Mmh. serait faire injure aux autres soignants d'imaginer qu'il n'y a que ces 2 endroits-là. S'il y a des soignants qui nous écoutent, des infirmiers, des infirmières, mais qui sachent que ce sont des anges, des personnes exceptionnelles, et qu'on les aime. Il y a, Dieu merci, toute une série de soignants qui ont des gestes très doux aussi. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir passé plusieurs mois sur un lit d'hôpital. Il y a des gens qui ont des gestes très doux et infiniment respectueux aussi, en dehors du nourrisson et du défunt. Mais ce que dit cette personne est tout à fait juste, dans le sens où là, dans ces 2 moments-là, c'est particulièrement, effectivement, on rencontre particulièrement de douceur dans les gestes qui sont posés. Et puis D'accord. c'est beau les personnes qui... Parce que c'est peut-être plus facile à faire avec un nouveau-né qu'avec une C'est personne qui va... possible, hein. C'est Donc possible, bah oui. les gens qui, voilà, qui sont dans tous ces types de métiers-là, en effet, il faut les saluer. Parce que Mm. c'est, C'est enfin, je veux dire, important, hein. C'est ouais. vrai. Ils Bah, non sont seulement c'est important, admirables. mais Oui, 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 oui. c'est pas des choses forcément simples à C'est faire, quoi, en ça. fait. Mm, mm. Non, 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 c'est une vocation là aussi. Ce sont des Oui, personnes qu'on oublie d'applaudir. On Ouais, les a applaudis bien pendant quelques mois, puis ouais. maintenant on oublie. Et pourtant, entre deux, leur salaire n'a pas beaucoup augmenté, c'est hein, ça. voire pas du tout dans certains cas. Donc, donc voilà, c'est vraiment des personnes, il y en a sûrement qui nous écoutent, qui doivent être saluées Mm, mm. et vraiment remerciées pour leur Oui. travail. Oui, parce que c'est du boulot, et puis c'est le côté humain, c'est très très important, quoi, c'est sûr. Mm. Bah, ils seront remerciés, j'allais dire, après, Oui, aussi, dans oui. l'après-vie. Certainement, Parce que je pense qu'ils certainement. ils ont Oui, vraiment compris bah, ce dont on parlait tout à l'heure, là, cette interconnexion entre les êtres. mm. En fait, eux, ils le vivent à leur Oui. manière en se dédiant aux autres. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que après avoir réalisé tout cela, votre expérience, vous avez eu, facile d'en parler? Vous avez trouvé des gens pour en parler? Moi, personne, hein, perso. Enfin, personne avant 30 ou 40 ans, parce que j'en ai pas parlé du tout, moi. J'avais trop peur de parler de ça. J'étais beaucoup plus jeune que Vincent, hein, et puis surtout, j'étais dans un milieu extrêmement cartésien et qui croit pas du tout à tout ça, hein. Enfin, je veux dire, moi, mon père, par exemple, typiquement, pense que quand on meurt, quoi, point barre. C'est un scientifique pur, et je suis entourée, voilà, d'énormément de personnes cartésiennes, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel, on va dire. Oui. Donc pas avant Donc, 30 ans, la trentaine, c'est ça, Christelle, tu disais là. oui, j'aurais paru en fait complètement décalée ou Mhm. D'accord. justement perchée, hein. C'est pour ça que j'en Oui, ai fait un D'où le livre, livre. j'en ai fait un livre il y a exactement. peu, où je me suis, entre guillemets, «autorisée» à en parler, mais justement pour partager, et puis surtout pour, oui, pour partager des sortes de solutions, en fait, hein, que moi j'ai trouvées sur la route et que je me suis dit qu'ils pouvaient aider les autres. Mais Mmh. toi, Vincent, peut-être dans le cadre de ton métier, tu as beaucoup plus parlé de choses comme ça? Je sais Alors oui et pas. non. C'est exactement comme toi. Moi, j'ai mis des années à en Oui. parler. Donc, j'ai eu cette expérience à l'âge de 25 ans. J'ai 49 aujourd'hui. J'ai mis 10 ans à en parler à quelques personnes autour de moi. J'en ai parlé d'abord à des personnes extérieures au cercle familial. Il y a des personnes dans ma famille à qui je n'en ai jamais parlé. Je ne sais même pas si ces personnes ont déjà entendu le témoignage que j'ai donné à droite à gauche sur Internet. Et Pareil. donc, ce n'est que très timidement, après une dizaine d'années, que j'ai pu en parler un petit peu. Et puis, ensuite, ça s'est un petit peu emballé parce que j'ai fait un témoignage puis un autre sur des médias relativement locaux, mais enfin quand même, ça va assez vite dans les médias. Et
et puis ben, ensuite, on m'a demandé de témoigner et on me le demande très régulièrement chaque année. Je dis très souvent non, dans la plupart des cas. D'ailleurs, j'ai failli dire non aussi pour ce soir. C'est vrai, mais tu es là, c'est Je bien. dis, Parce que je sais dis que tu n'en as très pas très fait souvent beaucoup, non. hein, des témoignages, donc c'est pour ça. C'est en 20 ans, plus de C'est 20 ans, ça, tu n'en as c'est ça. presque pas fait, quoi. Et je dis non pour plusieurs raisons parce que bah, c'est pas facile de témoigner, hein. Ouais. Christelle peut le dire. C'est pas facile du tout, d'une part. D'autre part, euh, bah, il y a des gens, il y a une forme de voyeurisme autour de ça. Il faut bien le reconnaître aussi. Il y a des gens qui nous De demandent de caricature, hein, en témoigner, fait. alors qu'ils caricaturent. Ouais. Ouais. Je me souviens d'une personne d'une grande chaîne de télévision française qui m'a appelé en disant, voilà, on fait une soirée sur les EMI, on veut absolument vous avoir. On vous a réservé un hôtel à Paris, le billet d'avion est prêt. Dites-nous combien vous voulez et voilà. Et puis je leur ai dit, mais je Puis vais faire on va vous intervenir. dire ce que vous devez dire aussi. C'est On va quasiment fictionner ça. un peu on va fictionner un peu votre, C'était quasiment votre ça. voyage J'aurais dit, mais intérieur. j'aurais combien de temps pour parler de mon expérience? Elle me dit, normalement, vous avez 2 minutes 30. J'ai dit, bah, vous laissez tomber, quoi, ça m'intéresse pas. Et cette personne était complètement effarée. Elle m'a dit, mais enfin, vous vous rendez compte, Paris, l'avion. Je dis, oui, bah, vous êtes gentil. Moi, j'ai des amis à Paris, je connais Paris, j'y viens de temps en temps et voilà, j'ai pas besoin de ça pour visiter la ville. Mais non, là, ça m'intéresse pas. Et en Vincent, moi, général, il y a un lorsque... truc Oui, oui, que je voulais te demander aussi. Est-ce que, parce que tu vois, moi, par exemple, plus j'avance dans la vie et bon, plus je discute avec des gens qui sont assez connectés, mais c'est pas parce que je vais les chercher, c'est juste parce que c'est comme ça. Ils viennent ouais, vers moi, ils peut-être. viennent à toi. Oui, parce que je pense que de toute façon, on est l'énergie qu'on envoie aussi, et que plus on est Mhm, aligné mhm. intérieurement, et plus on envoie une certaine énergie, et plus on attire ces personnes-là. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'y discute avec ces personnes-là qui me semblent avoir compris certaines choses sur la vie, en tout cas telle que je l'envisage, et la mort telle que je l'envisage, je me rends souvent compte, au bout d'un moment, dans la discussion, que ces personnes-là ont fait des EMI. Oui, alors je suis totalement d'accord, c'est la même expérience pour moi. Ouais. Et me disent tout à coup, mais moi j'ai vécu ça, j'ai jamais osé en parler, ou voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, ouais, ouais, même expérience, absolument. Mais est-ce qu'il y a des prêtres qui, tu en as parlé quand même, où ils sont vraiment pas ouverts du tout à ces sujets-là dans l'église? Parce que c'est pas facile non plus. Alors ça c'est une autre bonne question. Ouais. Parce que là, il n'y a pas François Brune, L'Église. hein, il aurait pu en parler aussi avec nous, mais bon. Ah bah oui, Hein. ouais, tout à fait. Mm. Je dirais qu'on est très rares, hein, les prêtres, mais bon, déjà on n'est pas nombreux sur la terre, donc forcément que proportionnellement, on est aussi très peu nombreux à avoir fait une expérience de mort imminente, c'est Mais pas logique. tant que ça, je crois, Euh, hein. Je crois que maintenant, il me semble, hein, qu'il y a, je crois, 10 ou 20% de la population mondiale quand même qui a fait une AMI. Donc, Absolument. c'est quand même beaucoup, Mais quoi, 10 ou finalement. 20% de la population des prêtres, ça reste tout petit finalement. Mais pour mon expérience personnelle en tout cas, il y a une énorme frilosité de l'Église occidentale, et j'insiste sur l'adjectif. Il y a une énorme frilosité de l'Église occidentale qui, pendant ces derniers siècles, a été extrêmement rationnelle, beaucoup trop rationnelle à mon avis. Si l'on essaie de suivre le message de Jésus, bien Jésus est d'abord quelqu'un qui guérit, d'abord quelqu'un qui chasse des démons, donc quelqu'un qui s'occupe quand même de ce que l'on peut qualifier en partie de paranormal. Donc une église qui souhaite suivre le Christ, si elle rejette tout cela du revers de la main, il y a quand même dès le départ un petit problème.
Mais notre Église occidentale catholique et réformée aussi d'ailleurs sont ainsi, elles commencent à balbutier un petit peu de nouveau dans ce 21e siècle. Elles commencent à s'intéresser, à oser parler de choses qui sont un peu moins rationnelles et on sent une spiritualité qui revient dans ce sens-là. Mais ça Après, veut dire que par exemple, l'Église ne reconnaissait pas le phénomène des EMI? Heu, elle n'avait pas à le reconnaître ou à pas le reconnaître, elle en parlait pas, tout Ouais. simplement. Donc il y a pas il y a très peu de choses finalement sur ce qui nous attend après la mort et Hmm. c'est très souvent, dans des termes qu'on emprunte aux décennies, voire aux siècles précédents Mais je trouve de l'Église c'est lorsqu'on en contradictoire. parle. Moi, Ouais, enfin, parce pour qu'avant l'Église, les j'ai prêtres l'impression. Oui. exorcistes, Oui. Ouais, bien sûr, Ah c'est-à-dire que, oui. bah, voilà, c'est typique. Voilà, il y a encore 10-20 ans, on rejetait les prêtres exorcistes en disant: «Non, mais tout ça, bon, est-ce que vous êtes bien sûr? Est-ce que vous y croyez vraiment?» et cetera. Aujourd'hui, c'est tout différent. Aujourd'hui, ça commence à revenir, je dirais pas en vogue, mais simplement dans le collimateur de tout ce qu'est la foi et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des entités qui nous dépassent, qu'il y a des forces qui nous dépassent et donc l'Église est de plus en plus encline, en tout cas, à en parler et à le reconnaître. Après, moi, entre prêtres, on ne m'a jamais demandé d'en témoigner pour des confrères. Par contre, il y a quantité de laïcs qui m'ont invité à en parler dans des groupes de jeunes de leur paroisse. Donc, dans le milieu ecclésial, ça vient toujours de personnes qui sont laïques, mais jamais de confrères. Les confrères voient toujours cela. Il y a aussi parfois une légère accusation de sensationnalisme aussi derrière, parce que quand on est prêtre, on se doit d'être humble aussi. Donc un prêtre un peu médiatique, ça passe tout de suite mal. C'est tout de suite suspect. Quelqu'un qui parle aux médias, quelqu'un qui raconte son histoire, ça fait tout de suite un peu bizarre dans bien des esprits. Je pense qu'il y a ça aussi qui n'aide pas. Mais les quelques fois où j'ai pu discuter avec des confrères qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente, eh bien alors là, ça change du tout au tout parce que Eh oui. on s'aperçoit que ça a coloré notre manière d'être prêtre considérablement. Et bien sûr, on trouve des alliés, vraiment des personnes, des âmes sœurs, je dirais Hmm. même. Mais pourtant, Oui. que l'Église reconnaisse ces phénomènes, ça pourrait justement lui donner beaucoup d'eau au moulin. C'est-à-dire que les gens pourraient se dire, ah bah oui, il y a quelque chose, forcément, il y a quelque chose après la vie. Donc, il y a des croyances, il y a quelque... enfin, c'est pas rien non plus. Donc, ça pourrait aussi Oui. peut-être donner la foi à certaines personnes qui ne l'ont pas. Donc, moi, je trouve ça dommage que l'Église n'en parle pas, ne le reconnaisse pas, du moins. Ce d'autant plus que le message que transmettent les expérienceurs, comme Christelle ou moi, n'est pas du tout incompatible avec le message de Mais non, l'Évangile. justement, pas du tout. Donc, Au contraire, oui. C'est ça. donc je dirais que l'Église, en tout cas le christianisme, aurait tout intérêt à en parler, à accepter ces témoignages-là. Mais voilà, il y a une grande frilosité. J'ai insisté tout à l'heure sur l'Église occidentale parce que alors, ça n'est pas du tout la même chose aux États-Unis, par exemple, où ce genre de témoignages sont encouragés, accueillis. Alors aussi davantage dans le monde évangélique, bien sûr, mais quand même, il y a là une tradition du témoignage qui est tout à fait différente, hein, selon les cultures et selon les continents. Donc c'est vraiment propre à notre petite Europe occidentale, ça. Oui, Oui. oui, oui. C'est une Europe où on est beaucoup dans l'ego C'est ça Ah aussi. bah et, C'est oui. vrai, et ça. où on T'as ne raison. voit pas on le voit rien que dans la médecine, hein, finalement, Hmm. où on ne traite que le corps au lieu de prendre le corps, l'esprit et l'âme, comme peuvent le faire, par exemple, les médecines asiatiques. Oui. Donc oui, c'est une question évidemment de culture. C'est dommage que Mhm. depuis le temps, on n'essaie pas un petit peu de rattraper le temps Ça perdu. vient, hein. Voilà, ouais, c'est En- en- un peu poussif, mais
C'est possible, mais on sent en médecine que ça commence là aussi à balbutier un peu. Ça commence à venir. J'ai des amis médecins qui prennent vraiment en compte toute la dimension de la personne, sa dimension spirituelle autant que sa dimension corporelle. Donc ça Tant commence mieux. à venir, mais voilà, c'est lent. Bah, regarde, quand Mais tu c'est vois un aussi une Jean-Jacques Charbonnier, caractéristique. par exemple. C'est Christelle, c'est aussi une caractéristique, je crois qu'on a, c'est qu'on aurait envie de faire accélérer plein de choses. Oui, ça c'est Quand vrai. quand ouais, on se retrouve aussi quand on voit des expérienceurs dans cette, ouais, ce regard qu'on a sur le monde en disant mais c'est lent, mais les gens ont de la peine à prendre conscience des choses. On aurait envie d'accélérer tout ça et puis bah non, c'est nos limites aussi humaines, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, le monde dans lequel on est, c'est vraiment un monde de dualité et qui est fait Oui. d'esprit conservateur, avec beaucoup de peur, beaucoup de jugement, avec ben, ces peurs qui sont à l'origine de l'ego. Et que ça va complètement à contre-courant par rapport à ce qu'on a vécu lors d'une EMI où justement ben, on voit que ce qui nous paraît juste, c'est d'être les uns avec les autres dans une forme de solidarité, on va dire, hein. Mais c'est au-delà de ça, hein, puisque c'est plutôt au niveau d'un système supérieur, on va dire, de résonance vibratoire entre les gens. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Après, il y a des médecins, quand tu vois Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui vraiment, lui, il est très, très ouvert, évidemment, et ça, c'est bien, des personnes comme ça. Oui, il y en a. Alors, Hmm. il y en a qui font vraiment avancer, Oui, oui, avancer le oui, schmilblick dans ce c'est ça, domaine-là. quoi. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Mais il a Et, vécu aussi quelque chose, oui, quoi. aussi, c'est pour ça, je pense, certainement, Mm. oui. Hmm. Là, quand on est médecin et qu'on voit des gens mourir tous les jours, c'est comme un prêtre, hein. C'est que au bout d'un moment, quand on voit des gens mourir tous les jours, on les entend parler et probablement qu'on commence à se rendre compte de certaines choses. J'espère, Oui, mais j'ai oui, oui. l'impression que ce soit les prêtres ou les médecins, j'en connais en tout cas, sans porter de jugement, qui ont certainement encore un peu de chemin à faire dans cette prise de conscience-là. Mais est-ce qu'il y a des prêtres qui ne sont pas croyants, peut-être déjà à la base? Ça paraît fou, hein, mais Non, en mais tout c'est cas, vrai, hein, franchement, c'est ce que je me dis, quoi. Bon. Mais de toute façon, moi, comme on dit, on est tous là pour évoluer en niveau de conscience Mais oui. et complètement. on a tous des chemins qui correspondent à ce dont on a besoin pour évoluer en niveau de conscience. Donc peut-être que Mhm. Oui, un oui, prêtre, oui. son prêtre justement pour apprendre à dépasser certaines difficultés, Oui, oui. à accepter d'y faire face, à accepter de les affronter pour aller vers la guérison de Mhm. leur Oui, âme. oui, certainement, Oui, certainement. oui, oui. Il y a Moi, le Sabine, je pense. premier, hein. Ah oui, oh bah, tu Enfin, sais, nous tous, hein. j'écoute tes homélies, je te le dis, hein, donc je suis très au fait de Ah ce que bon? tu... Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors là, alors par contre, juste, hein, j'en profite pour faire une petite parenthèse, en étant non-voyant, il y a juste un petit bémol, c'est dommage que tu ne lises pas le texte avant, et tu vois, c'est ça, ça serait génial, parce que c'est ce que je me suis dit en écoutant. Évidemment, quand tu connais le texte, il n'y a pas de souci, tu suis hein, sans problème, mais le petit texte avant, comme ça, on est bien dedans, mais c'est génial, vraiment. Voilà. Le texte d'évangile, bien Oui, sûr. c'est Oui, oui, ça. je comprends. Parce Je qu'on arrive comprends. directement Ouais, dans l'homélie, si tu veux, mais oui. bah, quand tu vois pas, enfin, même quand tu vois, mais quand tu connais le Même texte, quand il n'y a tu pas de vois, parce que souci. tu connais pas forcément le Ouais, texte. non mais je me C'est suis dit, ça. tu sais pourquoi? Je me C'est suis dit ça. peut-être qu'il est en sous-titré ou quoi. En fait, je me suis posé la question, peut-être Non, qu'il y a non, l'image. non. Ah non, d'accord, alors Non, c'est mais pour ça. D'accord. de fait, si je parle boutique un instant, c'est vrai que une véritable homélie, elle se base sur tous les textes de ce jour-là, c'est-à-dire sur la Oui, première lecture, le psaume, la deuxième oui, bien et sûr. l'évangile. Hmm. Et donc, pour bien faire, il faudrait alors avoir accès à l'enregistrement de ces quatre textes Oui. avant l'homélie. Mais j'y ai souvent pensé et effectivement, c'est un manque. C'est Ah bah quelque chose qui manque un c'est peu. voilà, c'est Il la faudrait petite au moins pouvoir mettre l'évangile. Je voilà, prends c'est la ça. remarque, je prends. Prends mais c'est vraiment c'était la petite suggestion et vraiment c'est très très bien donc voilà. Comme ça tu sais. Ben, chouette, merci, Bah merci. avec plaisir, c'est normal. Alors je Alors, crois il y qu'il y a a une question Sabine. sur le... Voilà, Oui. vas-y.
Donc, Sabine dit merci de vos témoignages de ce soir, Vincent et Christelle. Cela demande du courage, bravo. Et pensez-vous que c'est Merci. la raison pour Oui, merci. laquelle vous l'avez vécu? Pour témoigner? Personnellement, moi, oui. Oui. Moi, je crois que oui. Enfin, moi, j'en suis même sûre, vu mon métier. Ouais, Et ouais. puis, vu quand on dit alors, ce sont des grands mots, hein, de dire qu'on a une mission dans la vie, mais en tout cas, on a, on va dire, une ligne directrice dans la vie. Et la mienne, comme je le disais tout à l'heure, c'est de passer des messages positifs et bienveillants aux autres et de les aider autant que possible en fonction de tout ce que j'aurais vécu et toutes les solutions que j'aurais moi trouvées sur le chemin à ouvrir encore plus de portes dans leur tête. Donc, pour moi, le fait d'avoir vécu une EMI, bien entendu que ça en fait partie, parce que ça me donne une dimension plus large dans ce que je vois. Hem et du coup, bah, la capacité de le partager et d'en parler et je pense que c'est pareil pour toi, Vincent, hein? Complètement. J'ai une phrase de l'apôtre Paul en tête qui dit: «Je ne peux plus me taire» et il y a quelque chose de cela. Alors je suis exactement comme toi, je me méfie beaucoup du mot mission parce que Oui. les gens qui ont reçu une C'est mission, le syndrome de la heu, ouais, c'est ça, quoi. Exactement. on rentre parfois dans des tempéraments très, Hmm. très bizarres, voire Oui, même, dans des actions Gourou! extrêmement c'est violentes. ça, ouais. Donc je me méfie beaucoup des gens qui disent avoir une mission et j'aurais pas du tout cette prétention-là. Mais par contre, la question était plus nuancée en disant, en parlant de témoignages et vraiment oui, je crois que bah, moi c'est même comique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je témoigne comme ce soir, je me dis, une et je sais que je me le dirai quand j'aurai coupé le micro tout à l'heure, je me dis: «Bon, c'est la dernière fois» parce que vraiment ça m'épuise et voilà et le lendemain, et ça attend pas grand-chose, hein. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai une personne qui n'a pas du tout écouté ça, mais qui me dit: «Voilà, je vous ai vu à tel endroit et ça serait important de pouvoir témoigner vis-à-vis de ces personnes-là». Donc chaque fois, on vient me rechercher. Je ne sais pas qui est ce «on», mais il y a une nécessité de témoigner qui est, dans notre ADN. C'est comme si on nous avait, insufflé ça comme un vaccin, quoi. Il y a une nécessité de témoigner, de dire aux autres, de donner un peu au monde, comme le disait très bien Christelle, cette bienveillance, voilà. Moi, j'y arrive pas toujours parce que je suis un sanguin et donc il y a aussi des fois où je suis, où il y a des choses qui m'énervent et voilà. Mais témoigner de ce qui nous attend, oui, je crois que c'est une évidence. Et Je puis ne le ferai on plus quand je serai mort, quoi. on a envie en plus, je sais pas si tu le feras plus quand tu seras mort, hein, parce que ça, c'est encore Peut-être une que je autre histoire, continuerai, hein. oui, tout à Oui. fait, tout à fait. Mais par contre, en tout cas, c'est aussi, l'idée de se dire, bah, hem, comment est-ce qu'on peut aider à être plus libre, à vivre plus dans la joie Oui, et oui, à se concentrer plus sur l'amour, en fait et arrêter de se prendre la tête sur tout le reste. Oui, Parce oui, que oui. ça, les oui. médias sont très forts pour nous aider à nous prendre la tête Ils sur sont tout le là reste. pour ça, hein, de toute façon. Voilà Mmh. Hmm. et en Et même temps, vivre bah, le moment présent. ah Oui, oui, ça c'est sûr et en même temps, je dirais qu'il y a les 2 penchants, c'est-à-dire il y a cette envie-là et ce besoin-là de partager et en même temps, il y a aussi, le besoin, important en fait de se relier à soi-même en permanence. Je sais, il y a une citation de Rumi que j'aime bien qui disait: «Hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même». Donc alors complètement. Mmh. voilà, c'est D'accord. essayer de se changer soi-même en permanence. Hmm, Alors c'est ça. l'équilibre, je veux dire, il est entre essayer de se changer soi-même en permanence et puis, hem, d'être dans le partage avec les autres, pour, ouais, ça a l'air tout bête à dire, mais pour, partager et apporter de la joie. Oui, c'est vrai. Alors, il y a C'est un va-et-vient constant, Oui. effectivement, Oui, entre les autres et le fait de se recentrer, de se rééquilibrer. Complètement d'accord. d'accord. Il y a une très bonne remarque et une question de Question. Fatma sur le chat. Merci Fatma, moi, j'aime beaucoup ta question. Voilà. Mmh. Donc, Fatma dit, Vincent me fait penser au père Brune. Est-ce qu'il le connaît? Et est-ce qu'il est d'accord avec son combat? Et à la fin de sa vie, il est passé à l'Église orthodoxe. Est-ce qu'ils sont plus ouverts sur le sujet?
Très bonne question. Je ne le connais pas personnellement. Je connais aussi, bien sûr, certains de ses écrits et voilà, j'ai lu à droite à gauche des choses. Je savais pas du tout qu'il était passé à l'Église orthodoxe. Oui, à la fin de sa vie, oui, Euh, oui. Ce qui est certain, c'est que l'Église orthodoxe, si on prend, alors il y a plus de 200 sortes de chrétiennes et de chrétiens, hein. Il y a des grandes familles, les orthodoxes, les réformés, les catholiques, les anglicans, les évangéliques, mais à l'intérieur, il y a pas mal de ramifications. Mais dans les grandes familles, je dirais que les orthodoxes sont certainement les plus mystiques de nous tous, certainement. Et donc, il doit y avoir peut-être une ouverture. J'en ai jamais discuté. J'ai des amis orthodoxes, il faudra que je le fasse. J'en ai jamais Ah, ça discuté serait avec eux, donc intéressant, je sais tu pas demandes. comment. Ça Ouais, serait ah ouais, bien. je sais Parce pas comment ils que accueillent tout ça. ça serait bien de savoir, oui, parce que François Brune, il était vraiment très, très dans ce domaine-là, mysticisme. Enfin, il était très, Oui. très intéressé par ce domaine-là, hein, forcément, quoi. Et puis lui, il était intéressé forcément par tout ce qui est aussi transcommunication, médiumnité. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, tiens, de la médiumnité. Est-ce que tu crois au médium ou non? C'est à moi que tu poses la question. Oui, c'est à toi, Vincent. Oui, pardon. Parce que moi, j'y crois. Oui, non, mais toi, je sais que tu y crois, c'est pour ça, bien sûr, oui. À la communication avec le monde spirituel, voilà. Quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est ça. Si la question est de savoir s'il y a des personnes qui ont des antennes particulières, Oui. qui communiquent de manière particulière, il faudrait être fou pour répondre non. Il y a de jour en jour tellement de témoignages, tellement de choses, de récits qui viennent consolider ce genre de choses. Il faudrait vraiment être le plus cartésien des scientifiques pour répondre non, et même des scientifiques cartésiens, lorsqu'ils ont l'humilité, ce qui est un don qui leur est parfois donné, reconnaissent qu'il y a quand même des choses qui les dépassent et qu'ils ne peuvent pas tout expliquer avec la science. Donc, oui, si la question est de savoir si je crois qu'il y a des personnes qui communiquent avec des forces, des entités, des choses très différentes de ce que l'on voit, la réponse est évidemment oui. D'accord, d'accord. En fait, quand on dit non, Pardon? Oui. quand on dit non, je pense, ça revient encore à ce qu'on disait, c'est-à-dire, les peurs. Les peurs et Oui, oui. l'ego et les peurs qui déclenchent des croyances, qu'on appelle limitantes, hein, qui permettent de délimiter justement un monde, dans lequel on a le sentiment d'être, protégé. Voilà et peut-être que l'idée de voir plus grand et de se dire qu'il y a plus grand que nous, qu'il peut y avoir, je sais pas, hein, des mondes parallèles, on va dire, hem, ça fait peur. Donc du coup, on a besoin justement d'apporter ces croyances limitantes et de voilà et de pas choisir de choisir Oui, ce qu'on a envie de voir non, et non, ce mais qu'on n'a pas envie de voir, quoi, en c'est fait. vrai, Christelle, hein, mais il y a des prêtres qui n'y croient pas du tout, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Voilà, quoi. Eh ben, Mais pas que bon. des prêtres, hein. Et Enfin, non, je veux pas que dire, des Pas que des prêtres, prêtres, non, non. bien sûr que n'importe qui non. dans la vie, hein. Oui, c'est ça, oui. Ouais. En tout cas, merci pour ta C'est- réponse pour c'est- Fatma par rapport à François Brune et puis à tout ce Hmm. qu'il a fait, quoi. Mais c'est très juste ce que tu dis, Christelle, par rapport à la peur. Enfin, moi, je ressens ça aussi. Euh, il y a deux manières de regarder un ciel étoilé. On peut être admiratif de cette immensité qu'on a sous les yeux, et puis ça peut mettre le vertige, hein, ça peut faire peur. Cette immensité inconnue, je préfère être du côté des gens qui s'émerveillent, quoi. Y compris face à des gens qui ont des dons de médiumnité ou d'autres. Je préfère être du côté des gens qui disent waouh, impressionnant et étonnant, et voilà, plutôt que du côté des gens à qui ça fait peur, quoi. Bon, J'aime bah beaucoup ça va. l'image Après, du il y ciel a étoilé. Oui, moi aussi. comment? J'aime beaucoup l'image du ciel étoilé, je la retiens. Ah oui, bah, Mm. quand on a fait un petit peu ou quelques connaissances en astronomie, enfin, c'est vertigineux, un ciel Ouais. étoilé, c'est incroyable. On est une poussière de poussière là-dedans au milieu, et c'est génial. Moi, je suis en admiration.
Ouais, voilà. La peur, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est une expérience commune à notre humanité et qu'il faut absolument chasser. Chasser de nous, chasser de notre monde. Les conflits démarrent avec la peur de l'autre. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit éliminer, la peur. Mais c'est pas demain la veille, hein. Ça, c'est Oui, sûr, pour la peur, c'est l'instant. l'ego. Donc, Oui, c'est Ouais. oui. totalement ce qu'on disait, c'est-à-dire totalement à l'inverse de ce qu'on peut vivre lors d'une EMI ou probablement après la mort. C'est qu'en fait, quand on arrive ici, on nous fait croire qu'on est dans l'individualité. Alors que nous, ce qu'on dit, je pense, avec Vincent, c'est qu'on est tous sauf dans l'individualité. On est dans l'interconnexion. Absolument. Mhm. Ouais, c'est ça. Non, Vous mais Vous allez être c'est, avez, pensif, oui, Michael. bah moi, oui, je non, mais pense à une c'est question. fait réflechir tout ça, tu sais. Donc Mhm. voilà, oui, voilà. Vas-y, Caro. Vous avez eu des témoignages de personnes qui ont justement eu une expérience de mort imminente négative? Il y en a, il paraît, J'en hein. ai, j'en ai eu deux pour ce qui me concerne, deux personnes qui sont venus me voir en me disant, mais moi, je n'ai pas vécu la même chose. Et une des deux, je suis en contact quasi permanent avec cette personne par mail parce que c'est une personne qui me pose beaucoup de questions, que j'essaye de rassurer comme je peux et voilà, qui en plus n'est pas bien Mais qui a dans vécu sa quoi vie. qui a vécu quoi de négatif? Alors qui a vécu une expérience extrêmement angoissante, c'est-à-dire l'inverse total de ce qu'on a vécu, quelque chose de très sombre, de très noir, de très douloureux. Pour la deuxième de ces deux personnes, de très jugeant aussi, en rencontrant une entité qui a plutôt posé un regard extrêmement négatif sur sa vie et sur ce qu'elle avait fait jusque-là. Donc, ça reste un mystère. Raymond Moody en parlait déjà dans certains de ses ouvrages. C'est étudié, c'est un petit pourcentage, mais il n'est pas négligeable. La question que je me pose, et je ne suis pas le seul à me la poser, les personnes qui étudient les expériences de mort imminente se posent aussi cette question face aux expériences négatives en disant, est-ce que ce sont vraiment des expériences de mort imminente Ah, c'est drôle, ou c'est ce que je me est-ce demandais que aussi. Ouais. Ou est-ce que c'est un stop avant d'aller trop loin, une sorte de seconde chance, une sorte de moment où la personne, il lui est donné de réfléchir à sa vie et peut-être de reprendre différemment. En tout cas, les 2 personnes que je connais, ça a eu cet effet-là sur elles. C'est-à-dire, l'expérience était tellement traumatisante que, ça a eu un effet de conversion à 180 degrés dans leur vie en se disant: «Bon, ben, jusque-là, j'ai pas tout fait juste, mais là, il faut que je fasse différemment». Donc, voilà, Donc c'est des expériences elles positives au sont final? c'est ça, angoissante, alors les personnes le disent, angoissante, mais au final positive quand on regarde, la vie de la personne. Donc après, je ne sais pas, moi j'en ai que 2, c'est très peu par rapport à l'ensemble des personnes qui m'ont partagé leurs témoignages. Je ne sais pas si l'Institut des sciences noétiques à Genève, qui s'occupe de répertorier toutes les expériences, les états modifiés de conscience, parce qu'ils sont plus larges que les expériences de mort imminente, hein. Je ne sais pas j'imagine qu'ils ont davantage en tout cas de témoignages et il faudrait regarder ce qu'ils en disent, quoi. Oui, c'est vrai, ça serait intéressant aussi, justement, parce que on n'en parle pas Ce beaucoup. n'est- Oui, vas-y, Pardon. Caro. Non, Vas-y, vas-y. je posais la question, ce n'étaient pas des personnes suicidaires, enfin, avec cet esprit-là, avant que ça ne se passe, pour justement leur montrer, n'allez pas de l'autre côté, enfin, je sais pas si Ça, je c'est une vraie m'exprime bien, question mais aussi. Alors Ou alors tout après, simplement des personnes qui se sont mal comportées dans leur vie, quoi. il ouais, y en a possible beaucoup aussi. alors, et tout le monde ne fait pas de... bah oui, il y a quand même pas mal de mauvaises personnes, tout le monde ne fait pas d'expérience comme C'est pas celle-là. des mauvaises personnes, tout est une question de niveau d'âme et de Mhm. et de, pour moi, c'est une question de,
nombre de vies qu'on a vécues. Oui, parce Là, que moi, si tu vas par là, moi, Christelle, je suis dans la oui, notion de karma, oui, quoi, oui, en oui, fait. mais là, ouais, mais voilà, mais alors je sais pas trop, ouais, mais ça c'est différent par contre. Vincent, je peux Mais pas. Christelle a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire en reprenant, en disant il ne s'agit pas de mauvaises personnes. Hmm. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Ça, j'y crois pas, en tout cas. Ouais. Il y a de mauvais actes, mais il n'y a pas de mauvaises personnes. Et je pense que chacun peut s'amender, se retourner, j'aime pas trop l'expression se convertir parce que ça sonne très religieux, mais en tout cas revenir dans le droit chemin par rapport à ses actes. Tout le monde peut le faire à un moment donné de sa vie et même jusqu'au dernier moment. Donc, je pense que vraiment, alors c'est quelque chose que le monde actuel a énormément de peine à faire, de ne jamais juger la personne, mais de juger ses actes. Mais c'est une des bases de la religion chrétienne, en tout cas, d'arriver à avoir un message positif sur les personnes. Oui, oui, Est-ce qu'on c'est vrai. n'est pas, j'ai une question, hein. Est-ce qu'on ne n'est pas fondamentalement bon? C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui arrive, enfin, je veux dire, il n'est pas mauvais. Après, il devient mauvais en fonction des conditionnements ou de ce qu'on lui met dans la tête ou des gens qu'il croise, et cetera, quoi. Voilà, de nouveau, je pense pas qu'ils deviennent mauvais. Je pense qu'il Oui, reste, pas il mauvais, reste de enfin, en tout cas, bonté, avec mais des actes mauvais. c'est ça. Voilà, je comprends ce que tu veux dire. J'aime bien cette légende de la marque de l'ange. Je sais pas si tu connais Oui, ça. Voilà, c'est une amie qui est au ciel qui me l'a transmise, mais en disant que on a tous une marque hein, entre le nez et la ouais. bouche. On a tous un petit creux là au milieu. Et la légende dit que l'enfant, lorsqu'il naît, il a la connaissance de tout et de toute chose et il est éveillé pleinement. Et puis, il y a un ange qui vient lui mettre un doigt sur la bouche, qui lui fait chut, oublie. Et voilà, il oublie tout, mais il reste cette marque. Et Et pour comment on les gens fait qui ont tendance à, pour les gens qui ont tendance à trop causer comme moi, ben, la marque est plus profonde. On a même une fossette au menton, quoi. Parce que l'ange a appuyé un peu plus fort pour qu'on se taise. Et comment on fait avec toutes les personnes qui ont eu des expériences de réincarnation et qui se rappellent d'autres vies et où il y a enfin, des choses quand même extrêmement troublantes parce qu'on les emmène dans des lieux, ils reconnaissent les lieux, ils sont capables de donner des noms, On etc., accueille, hein. etc. On accueille, mais ils ont cette marque de l'ange aussi, non? Donc ils n'ont pas complètement oublié. Ils n'ont pas complètement oublié, certainement. Il y a des réminiscences, il y a des choses qui, voilà. Moi, j'accueille tout ça comme la somme des choses qui me dépassent. Oui. Donc, je me garderai bien de dire il faut croire ou il faut pas croire en tel ou tel élément ou en tel ou tel. J'ai des amis hindouistes qui sont bien évidemment réincarnationnistes et j'accueille ce qu'ils me disent avec grand respect, avec voilà, avec bienveillance. Moi, je crois que la bienveillance entre les êtres, entre les croyances de chacun, c'est une base, quoi. Ça devient dangereux quand on commence à dire à l'autre ce qu'il doit croire Ça, ou ne pas croire. c'est très juste parce que à chacun sa vérité, on va dire, hein, à chacun son expérience, son chemin et voilà ce qu'on pense savoir ou ne pas savoir sur la vie. Ce qui est bien, c'est quand les gens sont... moi, je vois par exemple, comme je disais tout à l'heure, j'ai un entourage extrêmement cartésien. Mais certaines de ces personnes, pas toutes, hein, mais certaines de ces personnes, en tout cas, sont en capacité d'être à l'écoute des choses et même s'ils vont pas partager le même avis sur les choses, ils sont capables d'être dans l'ouverture, voilà et je pense que ça, c'est vraiment le plus important dans la vie. Ah bah oui, Ça s'appelle la évidemment. tolérance, Ben hein. là, oui, voilà, c'est C'est ça ça. exactement, oui, quand même. C'est la base, enfin, le minimum, quoi. C'est sûr. Mm, mm. Bah, malheureusement, dans ce monde-là, c'est pas c'est pas un minimum la tolérance. Bah oui, non, mais quand même, enfin, ça devrait l'être, quoi. Oui, ça devrait. Mm. Oui, Et oui. pour revenir à l'expérience de mort imminente plutôt négative, ça ne serait pas lié par exemple, au geste, si c'est par exemple une overdose ou une tentative de suicide, ou ça n'a rien à voir? Non, il semble que, en tout cas pour le peu que j'en connais et pour les questions, les personnes qui suivent ces questions avec qui j'ai discuté, il semble que ce soit pas systématiquement lié justement avec un geste, avec que ce soit un geste morbide ou non. Mhm. C'est pas si simple en tout cas.
C'est plus Après, lié à un chemin de vie, c'est ça, comme je tu pense que c'est disais. plus lié à un chemin de vie. Après, c'est intéressant, hein, vous prenez L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est une petite pièce de théâtre merveilleuse à lire. Eh bien, dans cet hôtel qui est entre les deux mondes, il y a un couloir A et un couloir V. Le couloir A est le couloir dit accidentel et le couloir V est le couloir dit volontaire. Et le lecteur va s'apercevoir que dans les volontaires, il n'y a pas forcément que des gens qui ont fait une tentative de suicide. Vous prenez votre voiture avec 2 grammes d'alcool, ben, vous vous retrouvez dans le couloir volontaire, hein. Mhm. Et puis, dans les personnes qui se sont suicidées, dans les personnes que je connais, eh bien, il y a des personnes que je mettrais dans le couloir A complètement. Il y a des personnes qui ont été terrassées par leur propre maladie pour en arriver là. Il y a des suicides qui ne sont pas si volontaires qu'on le veut bien. Donc c'est pas si simple, de loin pas. Non, non, c'est vrai, c'est marrant ce que tu me dis. Christelle, tu connais Nos Solars? Ça me fait penser à ce que Vincent, il explique. Ils Nos expliquent ça. Solars? Oui, oui. Non, je connais pas. Ah, c'est un film, peut-être tu connais Vincent, c'est un film, Non. une histoire qui a été dictée par Chico Xavier, c'était un médium brésilien très connu, hein, et il expliquait justement ce que tu dis, Vincent, qu'il y a des suicides inconscients, mais quand même voilà, celui qui boit tout le temps, enfin voilà, tout ce qui peut être d'ordre psychique ou autre, hein, mais voilà, il explique ça justement. Mhm. Voilà. Et Mais, dans l'autre sens, et dans vraiment l'autre des sens, suicides accidentels. voilà, bien Ça, sûr, on en bien parle sûr, moins. c'est Mais je veux ça. dire, je pense à une jeune qui a succombé à sa maladie d'anorexie mentale. Je suis pas certain qu'elle ait été consciente pleinement de ce qu'elle faisait. Je pense que c'est sa maladie qui l'a terrassée à ce moment-là, quand elle a fait ce geste-là. Donc voilà, il y a vraiment une frontière floue des deux côtés, hein. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. On est Et vous d'accord. n'avez pas vu tous les deux une partie de vie défiler, comme on dit. On entend souvent ça avec Moi, ces non. expériences. Hmm. Non. Non, alors moi non plus. C'est après coup, par contre. C'est-à-dire Ah, que après coup, cette expérience-là nous fait réfléchir à notre vie. Et Oui. moi, je vois souvent une partie ou telle partie de ma vie défiler, et comme pour me dire, ben, qu'est-ce que tu en as fait depuis? Ben voilà, la réponse est, j'espère, positive, quoi. Ça, Donc, c'est vrai. Puis, en plus, plus on avance dans la vie et plus on se rend compte que la vie est un puzzle et que ouais. nos choix d'aujourd'hui, nos rencontres d'aujourd'hui influencent complètement notre vie demain. Et c'est vrai que quand tu regardes ta vie a posteriori, bah, tu te dis peut-être qu'à tel moment, j'aurais pu faire tel choix. Et qu'est-ce que ça aurait donné? Oui. Ou alors tu te dis, bon, bah, je suis contente ou contente de tous mes choix. Et allez à Jacques Est. et j'ai une question aussi, c'est peut-être plus difficile pour toi, Christelle, mais Ouais. est-ce que justement la journée qui s'est passée ce jour-là, ce fameux jour où vous avez vécu ça, est-ce que avec le recul, vous vous dites qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette journée? Enfin, avant, évidemment, je parle de l'avant. Des éléments, une situation, une personne Bah, rencontrée, Vincent a dit je sais pas. qu'il avait Ouais. pensé juste avant au fait d'aller trop vite dans sa vie. Donc lui, Ah oui, oui. puis plusieurs choses. Alors moi, c'est évident, c'est-à-dire que il y a eu cette remarque de mes étudiants le matin même, ce cours où ils ont compté le nombre de vites que je disais, c'est ce jour-là. L'après-midi, j'ai reçu un mail d'une amie qui vit en Espagne et avec qui on s'écrit une ou deux fois par an. Donc pourquoi ce jour-là? Et elle me disait la même chose. Elle me disait, mais ça a l'air d'aller un peu vite dans ta vie, tu devrais un peu ralentir. Enfin, quand je regarde cette journée avec le Ah recul, oui, c'est proprement t'as eu hallucinant. des signes Le quand même. nombre de signaux Mm, est assez fou, hein, oui. vraiment. Ouais. Et Mhm. moi, ce que j'ai eu, c'est j'ai vécu dans cette journée à la fois une immense tristesse et puis ensuite une immense joie. Voilà. Donc en fait, ça a été une Mm. journée où j'ai été dans les extrêmes. Mm. D'accord. Intéressant. C'est intéressant, oui, oui, de voir que les émotions comme ça étaient passaient du tout au tout, quoi, finalement.
Je sais Ouais, pas, on a voulu c'est vrai. m'équilibrer en disant on va Certainement. rechercher des Bah, trucs en tout cas, tu pour l'es, t'aider. tu n'es pas perché, donc ça va, c'est bien, tant mieux. Merci de me Ah souligner. oui. Non, mais c'est important. Mais non, mais tu sais, je dis ça, mais sérieusement, si ça se trouve, t'en as qui font Ouais. des EMI, mais qui sont à fond après, mais vraiment, vraiment, à 7000, qui planent à 15 Ah oui, 000. Bon, possible. Hein. ça se peut. Hein. C'est ce que je dis toujours, moi ça me fait toujours peur en fait, les gens qui planent trop. Oui. Mm, Parce que j'aime bien ce côté d'être dans l'ouverture avec chacun et par rapport au vécu de chacun, mais quand ça commence à trop planer, j'ai peur en fait que ça n'approche la folie et ça me, voilà, donc Oui. je me mets un petit peu en Mhm. retrait. Oui. Il y a Adeline qui poste un message aussi sur le chat, super intéressant. Oui. Merci Adeline, encore une fois. Adeline dit il y a des comportements ordaliques, hein, ce sont des comportements dangereux où l'on remet notre vie entre les mains de Dieu. Conduire sans casque est un comportement ordalique. Oui, c'était pas mon cas. Moi Hein. non plus. Non, mais tu mettais de la musique. Mais je mettais de la musique. C'est ouais, vrai, qu'est-ce que absolument. t'écoutais, Je fais pareil. Là était ordalique. Ouais, C'est pour ça. C'est vrai. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que t'écoutais Ouais. comme musique, mais en tout cas, ça devait être bien sympa. Hein. Ça, c'est sûr que pour. Goldman. Ah, c'est très bien en plus. Ça. Bah, Envole-moi. Envole-moi. Oui, c'est ça. Je ne sais plus quelle chanson c'était, Ou mais c'était du Goldman, ça c'est certain. D'accord. Bon. D'accord. Ben voilà, les amis, je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez Moi, fait. je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Hein. Oui, non, mais oui. Ce qui fait plaisir, c'est que je vois avec Vincent et tout comme avec les personnes avec qui j'ai pu discuter, qui ont fait des EMI, ce qui est toujours, ce qui fait plaisir et ce qui à chaque fois aussi est en même temps très étonnant, c'est de se dire que on a vécu des choses similaires, alors qu'on se connaît pas. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est ça. T'as raison, c'est ça qui est intéressant. Parfois, voilà, justement. on est à des endroits du monde différents, avec Oui. des cultures différentes, avec Oui. voilà. Et malgré tout, il y a des recoupements qui font que. Mais c'est vrai en plus. Mais Christelle, quand vous parliez tous les deux, Vincent et toi, donc ce qui m'a, je sais pas, ce qui m'a intrigué, c'est que tu vois, Vincent toujours il dit ah mais oui, c'était comme ça, et toi aussi, comme si vous étiez vraiment bien connectés, que c'était vraiment ça, vous avez vécu, voilà, comme si c'était familier pour vous deux, quoi. Enfin, en fin de compte, c'est ça, quoi. On est amis, oui, vous êtes. Oui. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Sérieusement, on dirait, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Il y a une connivence, il y a un truc. d'âme. Oui. C'est un terme qu'a utilisé une personne qui a vécu un EMI et qui m'en a parlé. Et j'ai pas trouvé mieux depuis. Il y a vraiment une sororité d'âme. On a l'impression de se connaître sans se connaître parce qu'il y a un vécu commun. Mais je veux dire, des gens qui ont visité la Tour Eiffel ont un vécu commun et pourtant ça va pas du tout être la même manière de ressentir les choses. Donc, il y a un vécu commun hors du commun qui fait que nos âmes deviennent un peu sœurs. Et c'est très doux. Chaque fois qu'on rencontre des gens qui ont fait cette expérience, en tout cas, moi, je ressens, ça vibre et je ressens les mêmes choses, comme d'ailleurs ce soir oui, c'est ça. avec toi, Christelle. Donc, voilà, c'est vrai tout à fait particulier. C'est une belle complicité et les auditeurs l'ont ressenti. Ben justement, il y a Adeline qui écrit merci pour l'émission, vraiment pour les invités, hein, Caro, c'est ça, par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, c'est génial. Écoute, merci Adeline et puis merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ça fait plaisir. Oui, merci à vous. Merci. Les questions sur le chat et puis je sais qu'il y aura le replay aussi. Vous pourrez écouter tous les podcasts, dont celui-ci bien sûr, sur Spotify, Deezer et autres. Tous les grands réseaux, on est partout nous. Voilà, on squatte partout sur tous les réseaux. C'est bien. Voilà, et il y a le podcast de Christelle aussi, bien sûr, de la précédente émission que vous pouvez retrouver. Comme ça, vous connaîtrez encore plus Christelle et c'est très bien. Et Vincent, tu fais partie de la radio. Si tu veux revenir pour une deuxième émission, tu es vraiment le bienvenu. C'est très gentil. Je réponds volontiers à l'invitation lorsqu'elle survient. C'est gentil parce que j'ai un thème pour toi. C'est pour ça que je te le dis d'avance. Comme ça, tu le sais. Non, mais j'aimerais vraiment avoir la suite. Bon, là, évidemment, c'est pas le même sujet, mais par rapport à la prêtrise, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que les études de théologie. Enfin, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton parcours, la suite, parce que moi, j'ai beaucoup de questions à te poser dans ce domaine, parce que j'écoute beaucoup d'émissions justement avec des prêtres, des études bibliques, etc. Donc, je suis très branché dans ce domaine, quoi. Voilà.
On C'est prend pour ça. rendez-vous avec joie. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à tous. Eh bien, on vous souhaite une Merci. bonne nuit. Merci. Voilà. Et Bonne nuit. à très Christelle. bientôt. Merci, À merci. bientôt. À bientôt.